Bonjour à tous, quand on voit cette image on pourrait croire qu'on est en plein mois de février et non, on est en direct au cœur de la Mercantour Classique et on a mis les couleurs ici de la station qui nous accueille, Valberg, avec Laurent Jalabert en nouveau prof de ski. N'oubliez pas le planter de bâton, Laurent. Ouais, non, alors vous n'êtes pas bien embarqué avec moi parce que là le ski c'est pas mon fort. Je préfère la montagne à l'été si vous voulez savoir, parce que voilà, c'est vrai que la route m'inspire davantage que la neige. Ah, vous voyez juste derrière nous, c'est la station de ski de Valberg. Il y a des chaussures de ski, il y a des skis aussi. On est au cœur de l'ESF. C'est pour ça qu'on a piqué les blousons des profs ici. On les remercie de nous les avoir prêtés d'ailleurs. Alors cette Mercantour Classique, 5e édition. Regardez, le départ a eu lieu tout à l'heure sur les coups de 11h30. 71 coureurs sont partis pour affronter donc cette 5e édition de la Mercantour Classique. 11 équipes sont présentes ici et tous ont en tête évidemment le but ultime ici de s'imposer à Valberg pour reprendre et détrôner le titre de Lenny Martinez. Oui, c'est une épreuve extrêmement difficile avec 3 ascensions répertoriées. Le col de la Colmiane avec ses 16 km 800 d'ascension. Ensuite, une longue descente, un petit bout de vallée avant d'attaquer la 2e difficulté du jour. Le col de la Couillole, là aussi, c'est long, 15 km 400 et des pentes moyennes à 7,3% avec des passages à plus de 13%. On passera sur la ligne à Valberg et puis ils partiront parcourir une boucle de 27 km et la montée finale sur Valberg, 14 km de montée. Au total, ça fait pas moins de 53 km d'ascension aujourd'hui, c'est pas rien. Et puis 4300 mètres de dénivelé positif. Bon, inutile de vous dire, c'est une course pour les grimpeurs. Un bon grimpeur devrait s'imposer tout à l'heure ici. Et une course effectivement qui s'impose de plus en plus dans le calendrier des courses difficiles, puisque c'est une course d'un jour et qu'effectivement depuis que le signal nous fait parvenir ces images de course, eh bien on se rend compte qu'il y a quand même eu pas mal de dégâts et pas mal de difficultés depuis 11h30, heure à laquelle les coureurs se sont élancés. Nicolas Marcerou de Total Energy avec Noé Knecht se sont échappés pendant quelques kilomètres avant d'être repris par un peloton très offensif de l'équipe notamment Arkea BNB Hotel, avec notamment l'un des favoris à l'intérieur de cette reprise de cette échappée, c'est le Christian Rodriguez qui fait partie donc des favoris ici et qui a bien l'intention de, malgré la chaleur et la difficulté de cette épreuve, de mettre son nom au palmarès de cette Mercantour Classique. Oui, c'est pas la canicule, mais franchement c'est une température très agréable, une très belle température de printemps. Mais quand on est en plein effort sur une longue montée, ça dure une quarantaine, cinquantaine de minutes, la température corporelle monte beaucoup, donc on est vite en surchauffe. Voilà, ce sentiment d'avoir trop chaud, on le ressent vraiment sur le vélo. Et aujourd'hui, les coureurs s'emploient vraiment. C'était pas un peloton très fourni au départ, pour diverses raisons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence au niveau du calendrier pour les courses cyclistes et beaucoup aussi de coureurs sont en préparation pour les rendez-vous de l'été, avec le Critérium du Dauphiné qui approche et surtout le Tour de France ensuite. Donc voilà, les 71 coureurs qui se sont élancés ne sont pas venus pour faire de la figuration. Ils ont fait la course vraiment dès le premier kilomètre. Alors il reste moins de 9 km avant d'atteindre la première grande difficulté de cette épreuve. C'est le col de la Couillole, 15,8 km avec 7,3% en moyenne d'ascension. On va rejoindre Fabien Madigou en direct de la Motoson. Fabien, faites-nous vivre ces derniers kilomètres d'ascension, effectivement, avec, on sent, quelques difficultés dues notamment à cette chaleur. Et on vous voit à l'écran. Salut Fabien, le jeune papa. Bonjour tout le monde, bonjour Laurent, bonjour Thibaut, bonjour à toutes et à tous. Et oui, dans ce col extrêmement difficile, vous l'avez dit, et puis avec ce rythme d'enfer imprimé par les Arkea BNB Hotel, là on vient de voir notamment le vétéran Anthony Delaplace qui en est à sa dernière saison. Imaginez 16 saisons chez les professionnels pour Anthony Delaplace. Il a fini son travail, il vient de se relever, il reste encore quelques équipiers avec Christian Rodriguez, mais c'est vrai que Laurent le souligne. La question c'est de savoir jusqu'à quand ils vont réussir à mener ce train d'enfer. Là ça explose de partout, on est notamment avec Sander de Pestel et Rémi Domas qui ont été lâchés. Cette montée elle est vraiment très difficile et pour ceux qui avaient la chance de nous suivre sur internet juste avant, on avait noté le 4e de l'année dernière, le Colombien Ivan Sosa, qui était vraiment en difficulté dans la toute première ascension et qui a réussi à revenir, à recoller et pour le moment il est dans le peloton. Ça reste encore parmi les favoris du jour avec Christian Rodriguez notamment. Avec Christian Rodriguez justement qui a mis le feu aux poudres là, alors que son équipe a imprimé un train d'enfer depuis le pied de ce col de la Couillole. Alors que ça commençait un petit peu à baisser de régime, il a préféré changer de rythme et il a fait boule à un éclat donc le peloton
enfin ce qu'il en restait en tout cas, et pour l'instant il est pris en chasse. Donc en tête du peloton, ce sont les coureurs cette fois-ci de la Groupama FDJ qui ont pris les choses en main. Rodriguez seul en tête, pris en chasse par un coureur de Decathlon AG2R, mais qui ne parvient pas à retomber dans sa roue pour l'instant. Effectivement, depuis une vingtaine de minutes, on voyait ces 3 hommes en tête d'Arkea, hein, et qui étaient voilà, en tête ici de ce peloton après avoir repris. Et on voit bien l'attaque, effectivement, de Christian Rodriguez, l'Espagnol. C'est loin de l'arrivée. Hein. Ça plante le décor, ça installe une certaine volonté à 48 km de l'arrivée de dire « Ok les gars, je suis là. » Et on va faire quelque chose ensemble. Ça tombe bien, on l'a rencontré ce matin, Christian Rodriguez, au départ de Puget-Théniers. Voilà ce qu'il nous disait. Vous allez voir que ça confirme ce qu'on est en train de voir à l'écran. Oui, c'est ouvert, comme tu viens de dire. Après, c'est une course qui... On va recaler Christian Rodriguez, qu'on a interviewé ce matin à Puget-Théniers, effectivement, qui faisait partie de ses favoris. On en parlait, hein, l'Espagnol de l'équipe Arkea BNB Hotel, qui s'est mis en embuscade, donc on l'a vu tout à l'heure, et qui est donc bien résolu à planter le décor comme on est en train de voir à l'écran. Écoutez, c'était ce matin à Puget-Théniers. Oui, c'est ouvert, comme tu viens de dire. Après, c'est une course qui me vient bien pour moi. C'est 3 cols de 15 km, alors j'espère marcher bien, on verra à l'arrivée. L'état de forme, il est comment là? Oh, je suis bien, j'espère, et on verra. Non, un jour comme ça, c'est particulier, non? Juste un jour très très dur, fatigant, et on verra la forme. On verra. Ben, nous on voit et ça se passe plutôt pas mal pour Christian Rodriguez qui a creusé un bel écart. Modeste aussi, hein, dans ses propos là. Oui, il faut de la modestie quand on affronte une journée aussi difficile. Je pense qu'il sait qu'il est en forme. Et d'ailleurs, on le voit à l'image. C'est un excellent grimpeur. Christian Rodriguez, c'est pas un garçon qui gagne souvent, mais voilà, c'est un garçon qui est régulier et qui est une valeur sûre en montagne. Mais quand on affronte une journée comme celle-là, il faut toujours un petit peu de modestie parce qu'on ne peut pas être certain du coup. Mais son équipe a bien travaillé, donc c'est que les jambes devaient tourner bien, il devait se sentir bien, il a donné les bonnes consignes. Et il est passé à l'offensive, alors loin de l'arrivée. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, il prend quand même un sacré risque parce que il faut déjà, là, il est un effort très 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 soutenu et on n'est pas encore au sommet de ce col de la Couilleule, donc il va falloir basculer avec un écart suffisamment important pour ensuite tenir sur le petit bout de descente qui sera courte, 7 km. Ça remontera un tout petit peu, 6 km pour revenir jusqu'au passage sur la ligne. Et puis il y a cette dernière montée de 14 km. Donc ouais, il n'est pas au bout de ses peines. Hein. Il a quand même, il a été très ambitieux là. Mais on va voir si, en fait, si cette attaque, elle était prématurée ou si finalement c'était la bonne stratégie, hein, partir de loin pour écœurer tout le monde. Avec un bel écart, regardez quand même, 43 déjà. Secondes. Ah oui, c'est énorme, déjà. Il a accéléré le rythme, on est à 5-6 km de l'arrivée, du sommet du col de la Couilleule, à l'issue de ces 15,8 km à 7,3% d'ascension, avec des passages à 20% qui cassent bien les pattes, effectivement. En tout cas, cet Espagnol, Christian Rodriguez, modeste, est en train de nous faire un coup de bluff vis-à-vis de ses coéquipiers et vis-à-vis du reste du peloton, puisqu'il les a vraiment plantés avec, regardez, presque plus de 50 secondes d'écart entre les poursuivants, et donc cette jolie petite attaque à grande vitesse. Ah, puis on a de la motivation et de la détermination, hein, au sein de l'équipe Arkea BNB. On a besoin de gagner, on a besoin de montrer que on est, alors ça c'est vrai pour toutes les équipes, mais qu'on est toujours là dans le match, motivé. Elle est à la recherche de partenaires, hein, donc pour continuer son aventure. Il y a l'équipe élite professionnelle, il y a également une équipe féminine, donc tout cela évidemment ça fait beaucoup de personnes en jeu. Et dans le monde du cyclisme, il faut des partenaires conséquents pour arriver à faire perdurer l'aventure. Donc gagner des courses, montrer qu'on est là, faire parler de soi, c'est évidemment capital. Et déjà presque à la minute pour Rodriguez, à 5 km et demi du sommet. Avec la FDJ derrière, qui est donc à 54 secondes effectivement, et notamment Clément Braz-Afonso qui emmène ses hommes de la FDJ à la poursuite de l'Espagnol Rodriguez Roubion, que vous découvrez beau, hein, à l'écran
Alors qu'est-ce que ça fait, Laurent, de découvrir le Mercantour? C'est quand même une région magnifique, c'est un bel endroit. C'est très beau, c'est très beau. On en parle souvent, pas toujours pour les bonnes raisons, hein, parce qu'il y a des phénomènes météo ici qui ont été dramatiques souvent, mais non, ces cols-là, ces paysages, moi j'adore la nature et les grands paysages, et ici on en prend plein les yeux. La montagne est magnifique vraiment, et à 2 pas de la mer, hein, donc ouais, c'est un bel endroit. À 1h30 effectivement des premières plages, on découvre ce genre de décor, et cette course donc elle a le mérite d'exister. Ça fait la 5e année qu'elle existe, cette belle et grande course de la Mercantour classique. C'était Lenny Martinez qui s'est imposé l'année dernière, Richard Carapaz en 2023, Guillaume Martin l'avait remporté en 2021 pour la première édition, et c'était Jakob Fuglsang en 2022 qui s'est imposé. Elle fait partie des courses les plus dures de France, avec celle du Mont Ventoux, hein, qui est annulée pour la 2e année consécutive. Le Mont Ventoux et son arrivée fabuleuse en haut de ce sommet, mais cette Mercantour classique compte pour la Coupe de France donc, et effectivement les coureurs qui viennent ici sont bien empreints d'une certaine volonté d'inscrire leur nom justement, et on va pas parler de répétition générale ni d'entraînement, parce que c'est vraiment une épreuve à part entière pour laquelle on a envie de mettre son nom au palmarès, mais en tout cas elle permet de faire émerger des talents, hein. Oui. En tout cas, c'est vrai que gagner une course comme celle-là, ça veut dire qu'on a un sacré potentiel, hein, qu'on est un excellent grimpeur. Alors on peut apprécier l'avance de Christian Rodriguez. Là. Il ne voit même plus d'ailleurs, hein, il a plus d'1 minute d'avance. Il n'y a pas de petite course dans le milieu cycliste à ce niveau-là. Toutes les victoires comptent. C'est une course jeune au niveau du calendrier, c'est seulement la 5e édition. Mais quand on voit le palmarès, c'est une course qui a vraiment de l'allure. Évidemment, quand c'est aussi difficile, on ne peut pas gagner par hasard. On gagne parce qu'on a du talent, parce qu'on est un excellent grimpeur et qu'on a su se distinguer déjà sur d'autres épreuves. Et donc aujourd'hui, Christian Rodriguez faisait partie des favoris, et pour l'instant, il assume ce statut, alors qu'on l'a dit tout à l'heure. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de gagner vraiment. Et aujourd'hui, il fait preuve en tout cas de beaucoup de cran. Alors l'homme que vous voyez à l'écran s'appelle Clément Bras-Afonso, effectivement, de l'équipe Groupama FDJ. On l'a rencontré ce matin, et pour le moment, regardez, il est plutôt en bonne position pour ramener ce peloton, même s'il y a 1 minute d'écart avec l'Espagnol. On écoute, en 3e position, on écoute ses volontés ce matin, recueillies à Puget-Théniers par Vincent Capu. Écoutez. Elle est super importante parce qu'elle me permet de poser les bases, de découvrir des nouvelles courses, de m'habituer à ce nouvel environnement qu'est le World Tour et l'équipe Groupama FDJ. Et voilà, pour l'instant ça se passe bien, je suis plutôt content de ce que je fais. Et voilà, là c'est l'une des premières courses où j'ai un rôle un peu protégé. Et donc voilà, j'espère que je vais essayer de saisir ma chance aujourd'hui. On le dit, hein, c'est une course atypique, difficile, hein, une course d'un jour difficile. Oui, c'est une course d'un jour difficile, on n'en a pas beaucoup des comme ça dans l'année, mis à part sur un Tour de France, sur une étape ou Dauphiné où il va y avoir ça. Mais des étapes comme ça avec autant de dénivelé, il n'y en a pas tant, donc voilà. C'est une course particulière aussi parce qu'il y a peu d'engagés aujourd'hui via la conjoncture, mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Du coup, ça fait aussi une course ouverte. Ça fait une course peut-être un peu plus ouverte, un peu plus débridée, on va voir. Très bien l'intervention de Clément Bras-Afonso. Cette équipe d'ailleurs, Groupama FDJ, c'est une jeune équipe, hein. Il n'y a que des jeunes, hein, qui sont au départ sur la liste des partants, et voilà, qui vient ici chercher de l'expérience, et qui est très ambitieuse d'ailleurs. Elle se comporte merveilleusement bien. Alors il avait un rôle protégé ce matin, mais ça a dû évoluer en cours de route puisqu'on le met à contribution maintenant, hein, pour prendre en chasse Christian Rodriguez. Ça veut dire que dans sa formation, il y a meilleur que lui, en tout cas pour aller chercher le grand résultat un petit peu plus loin. Avec Christian Rodriguez, donc on voit à l'écran, effectivement à 1 minute d'écart, donc avec le peloton qui est juste derrière. On est dans les derniers mètres. Il reste 3,5 km jusqu'au sommet. Le sommet est à 41 km 300 de l'arrivée. Alors il va bien, Christian Rodriguez, mais il est parti dans un effort qui va durer très longtemps. 1 minute, c'est déjà un bel écart, mais il n'est pas à l'abri d'une défaillance, hein. On verra, il y a quand même encore dans le peloton peut-être des garçons qui se disent c'est trop loin, c'est trop tôt. Moi j'attends un Rezu Serrada par exemple, pourquoi pas, qui attend son heure, qui préfère tout miser sur la dernière montée. Alors on va aller voir comment ça se passe du côté du peloton. Fabien Madigou sur la moto-son est à l'arrière de ce peloton. Est-ce qu'on reste en embuscade à 1 minute d'écart avec l'Espagnol, ou est-ce qu'on attaque alors qu'il reste effectivement un peu moins de 3 km jusqu'à l'arrivée du col de la Couilleule, Fabien?
Non, je crois que pour le moment, effectivement, le rythme imposé par Tom Donenworth, hein, le coéquipier de Clément Brassafonso de la Groupama FDJ, c'est un rythme régulier. On est en train pourtant encore de perdre des unités à l'arrière de ce groupe, de ce peloton. Mais effectivement, pour le moment, effectivement, on est en train, j'imagine, de gérer cette montée. La descente va sans doute se faire tambour battant. Et parmi les lâchés, là, il y a juste avant, on avait Raider Munoz, le Dossard 80, la team Siste Credito. C'est une équipe colombienne et c'est un petit peu particulier pour eux. Là, il vient d'être meilleur grimpeur de la ronde de l'Isard, une compétition qui est réservée aux moins de 23 ans. Et figurez-vous, en fait, qu'ils ont couru, toute l'équipe a couru les 5 derniers jours là, et ils sont venus aujourd'hui enchaîner un 6e jour de course. On a envie de demander à Laurent Jalabert, effectivement, est-ce que c'est pas un petit peu trop dur pour des gars de 22-21 ans d'enchaîner 6 jours de course comme ça, surtout que là, pour le coup, on n'est plus avec des moins de 23 ans. Oui, certainement que c'est une marche au-dessus encore et on arrive ici pour cette équipe, comme vous l'avez souligné Fabien, qui est déjà un peu fatiguée, hein, puisqu'elle vient de faire une course très exigeante. À la ronde de l'Isard, c'est un niveau en dessous, mais au niveau des difficultés, c'est pas en dessous du tout, hein, c'est très dur. Ce sont beaucoup de montagnes, beaucoup de cols dans les Pyrénées. Et pour le coup, on vient chercher de l'expérience très certainement. Et aussi honorer une invitation, parce que voilà, participer à des courses de ce niveau-là, pour une équipe comme celle-là, c'est pas non plus permis chaque week-end. Donc voilà, l'opportunité était là, ils ont décidé de venir, en étant peut-être un petit peu moins saignants, percutants que s'ils étaient arrivés avec une grosse fraîcheur. Mais voilà, ils vont prendre de l'expérience aujourd'hui. J'espère qu'ils ne vont pas s'écœurer en tout cas. Avec des conditions idéales, effectivement, on le disait tout à l'heure, il y a très peu de vent, il fait une chaleur qu'on n'imagine pas forcément à l'écran. On voyait tout à l'heure les bras luisants des coureurs, et on parlait aussi du Colombien, hein, Ivan Sosa, tout à l'heure, qu'on a vu en très très grande difficulté, qui était à l'arrière du peloton, que l'on pensait lâcher. Il est là, toujours, il est là derrière, Ivan voilà. Sosa. Il y a les 4 coureurs là qui sont emmenés par ce garçon d'Unibet, et Rada dans la roue. Et puis juste derrière, on a Ivan Sosa qui était pourtant pas à l'aise du tout à l'heure, mais qui s'est bien ressaisi. C'est assez surprenant. Beaucoup de ces coureurs ont évidemment le profil de grimpeurs. Vu les difficultés annoncées, hein, on le disait tout à l'heure, 4000 mètres de dénivelé positif sur ces 152 km de course entre Puget-Théniers et Valberg, avec ce passage en boucle donc à Valberg avec Jaakko Hänninen, que vous voyez et que vous découvrez à l'écran, de Nice Métropole Côte d'Azur, qui connaît évidemment bien les lieux, qui connaît ses routes. Champion de Finlande. Ouais, la connaissance du terrain, c'est toujours mieux, hein. Vous faites bien de le souligner, parce que effectivement, quand on a cet avantage-là, hein, de connaître parfaitement les lieux, on arrive à passer le cap difficile. On sait que ça vaut le coup de souffrir encore quelques secondes, quelques minutes, parce qu'après c'est moins dur. On arrive à mieux gérer son effort. C'est toujours un avantage de connaître le terrain. Et là, ça vole un éclat quand même. Là, la course, ça y est, complètement débridée. Un homme seul en tête, 4 à la poursuite, et après, le reste du groupe est en pièces détachées. Alors effectivement, on est en route vers le col de la Couilleule, je le disais, derrière une légère descente, puis Sosa, il est revenu, pardon, Sosa, il est revenu devant, avec un coéquipier d'ailleurs, hein, parmi les 4 poursuivants. Léo Bizio, on découvre à l'écran des 4 projets de 2 heures la mondiale. Et cet écart toujours au-delà de la minute, hein, donc entre l'Espagnol Cristian Rodriguez, en route pour ce col de la Couilleule, avant cette descente, puis cette légère remontée vers Valberg, avant la grande descente, puis la grande remontée pour le deuxième passage et l'arrivée finale ici à Valberg dans 43 km, 42,9 km précisément. Et l'Espagnol donc à 1 minute 09 de ses poursuivants. Il monte bien, il monte vite. Christian Rodriguez, c'est Ivan Sosa qui roule pour l'instant dans le groupe de contre-attaque, les 4 poursuivants. On sent que c'est dur aussi pour les poursuivants. On voit les visages qui se marquent. On ne se rend pas forcément compte de la pente, mais elle est dure cette ascension, hein. On le disait, presque 16 km à 7,5% d'ascension, avec des passages très durs, presque des murs à 20%. Ouais, et puis le dénivelé positif qui s'accumule, hein. On l'a dit tout à l'heure, 4300 mètres de dénivelé positif cumulé tout au long de la journée. Et quand ils seront au sommet, ils auront fait 2500 mètres, donc il en reste encore, hein.
avec cet Espagnol, donc Rodriguez, Dossard 31 de l'équipe Arkea. Cette équipe a fait partie de cette remontée de ces deux hommes qui se sont échappés dès le début de course, hein, Marcerou et Knecht. L'équipe est remontée et cet homme est parti. Il est en route pour sa potentielle 3e victoire professionnelle. 42 km avant l'arrivée. Et toujours cette minute 10 derrière lui d'écart. On disait tout à l'heure avec Fabien, effectivement, on ne se rend pas forcément compte de la chaleur parce qu'on est quand même en altitude. On a passé les 1600 mètres quand on sera en haut du col de la Couilleule et pourtant la chaleur semble bien là. Au cœur de ce grand massif du Mercantour, effectivement, pour la 5e édition de la Mercantour classique. On fonce tout droit vers l'ascension, vers le sommet du col de la Couilleule. Avant cette boucle autour de Valberg. On traverse ces villages magnifiques. Et c'est vrai qu'on a envie d'aller y faire du vélo. Hein. Ça vous démange pas d'y aller là, Laurent? Vous dites pas aller... Si, c'est vrai que ça peut donner envie, ça donne envie, mais c'est vrai que l'effort est difficile hein, quand même. Ces cols, ils sont longs, les routes sont très belles. Mais alors, pour répondre à votre question avec précision, non, là de suite, j'ai pas envie d'aller monter les cols, surtout quand on les voit comme ça, en plein effort. Mais par contre, oui, ça donne envie de revenir et de parcourir ces montagnes à vélo ou en randonnée, parce que vraiment, les panoramas sont sublimes. Hein. C'est très très beau. Puis là, je trouve que c'est la bonne saison, vraiment, le printemps, avec les fleurs, les oiseaux qui chantent. C'est, ouais, on est bien dans le coin. C'est vrai que la Côte d'Azur, on sort tout droit du Festival de Cannes, on a vu des grandes stars, on a vu le tapis rouge, on se dit que c'est une région très, voilà, people et tout ça, mais il y a aussi ce genre d'épreuves, il y a aussi ce genre de courses qui existent et qui ont le mérite d'exister. Ça fait 5 ans qu'elle existe, hein, cette Mercantour classique, et c'est difficile de la faire vivre parce qu'effectivement, il faut tracer, dessiner des parcours, il faut que ça corresponde aussi à une volonté de ces équipes de venir mettre sur les routes ces équipiers et aligner ses coureurs, mais le résultat en vaut la peine parce qu'effectivement ça permet l'émergence de ces coureurs comme Jaakko Hänninen, hein, que l'on voit parmi les groupes de poursuivants là, Dossard 91, champion de Finlande. Ouais, c'est l'échelon 3 ici, hein, derrière le quatuor de poursuivants, on retrouve ce groupe là de 6 coureurs pardon, qui viennent de se reformer. Les Obisio, voilà, les 4 autres sont devant là-bas avec Ivan Sosa notamment et Ressus Serrada. On a également Giovanni Carboni d'Unibet qui est dans le quatuor devant. Et ici donc un 3e échelon. Ce petit groupe de 6 coureurs avec un coéquipier hein, de l'homme qui ouvre la route. C'est Victor Gernalek d'Arkea Samsic. d'Arkea BNB, pardon. Et Brad Afonso qu'on a écouté tout à l'heure, hein, Clément aussi qui fait partie de ces hommes. Donc voilà, le scénario de la course est le suivant. On est à 41,3 km. On arrive en haut du col de la Couilleule. Un homme est en tête, c'est Rodriguez. Un premier groupe de poursuivants, Carboni, Sosa, Parra et Herrada. Et un deuxième groupe derrière que l'on vient de voir avec Hänninen notamment. Et l'écart s'est creusé très vite hein, sur l'attaque de Rodriguez et depuis quelques kilomètres, ça plafonne. Alors, Rodriguez qui a pris très rapidement une minute et depuis 3-4 km, il reste à 1,10. Voilà, ça reste un écart intéressant mais insuffisant hein, pour se dire qu'il est à l'abri de tout retour. Surtout avec les difficultés qui restent encore à franchir. Il arrive au sommet de la Couilleule, Christian Rodriguez. Vous le voyez, bienvenue dans la Tinée. Voilà. On est en haut du col de la Couilleule. Et Christian Rodriguez est donc passé place à la grande... enfin, la petite descente. Non, c'est la petite descente maintenant. 6 la remontée vers Valberg. Voilà. Pardon, 7 km de descente. Petit bout de descente, rien de très pentu. Et ça remontera ensuite pendant 6 km à 4%. Donc une montée
pente roulante. Jusqu'à Valberg. Jusqu'à Valberg avant ce premier passage sur la ligne, mais en sens inverse. C'est ça. On va les voir passer dans un sens puis dans l'autre. Après, il y aura effectivement, après le premier passage, cette grande descente. Puis donc la deuxième ascension jusqu'à Valberg avec le résultat final. Vous voyez Anninen à l'écran, Dossard 91 de Nice Métropole Côte d'Azur. Il a accéléré devant Christian Rodriguez. L'écart se creuse. 1 minute et 27 secondes. Lui, il est déjà dans la descente, alors que les 4 poursuivants n'ont pas encore franchi le sommet. Et on se retourne pour voir où sont les autres derrière, ce qui n'est pas très bon signe. On sent qu'on peut-être manque d'efficacité. Les jambes commencent à être lourdes dans ce groupe. Alors le champion de Finlande, justement, on l'a rencontré ce matin, hein, Jaakko Anninen de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. Il connaît bien les lieux avec son équipe. On a fait un reportage sur France 3 Côte d'Azur diffusé hier dans le journal. Et écoutez ce qu'il nous confiait ce matin à Puget-Théniers. Je connais bien, je fais déjà beaucoup d'entraînements sur cette route-là. Je pense que la difficulté, c'est plutôt le col de la Couilleule. Et après, bien sûr, les montées pour rentrer à Valberg. Ça, c'est les deux montées plus cruciales aujourd'hui. Quelle stratégie vous allez mettre en place? Vous savez, ça va dépendre de la course, comment ça fait. Le peloton est assez petit, donc je pense que ça va être... Il y a beaucoup de monde qui voulait prendre l'échappée, mais je pense en même temps que ça va être bien contrôlé, parce que le parcours est difficile. Donc je pense qu'on va jouer un peu les deux cartes là. Donc soit l'échappée, soit le peloton à la jambe. C'est plutôt pas mal toutes ces réactions obtenues le matin parce qu'on s'aperçoit que ça se produit finalement entre l'intention et la réalisation de ce qu'ils avaient en tête. Bien sûr, quand on anticipe ce qui pourrait arriver lors des briefings des différentes formations, voilà, on envisage tous les scénarios. On tient compte et à la fois de la météo, à la fois du parcours et de ses difficultés, à la fois de la participation, quels sont les autres favoris et les coureurs importants à surveiller, et les stratégies de course donc à mettre en place pour essayer d'aller remporter la victoire. Donc on a envisagé plusieurs scénarios et Anninen est là, fidèle quand même au rendez-vous, très bien. Et en plus il fait l'effort de répondre en français, ce qui est très sympathique de sa part. Il parle bien français d'ailleurs. On va retrouver Fabien Madigou sur la moto-son. Fabien, vous avez passé le col de la Couilleule, ça descend fort donc avant le petit coup de cul vers Valberg. Ouais, ça descend très fort. On vient de voir à l'instant, on s'est arrêté pour tout vous avouer. On vient de voir passer Christian Rodriguez à fond les manettes avec son directeur sportif Maxime Bouet juste derrière lui. Maxime qui nous confie, il a baissé la fenêtre, qu'effectivement la stratégie était de durcir la course dès le début. Et ça a été le cas, mais il pensait quand même pas, à mon avis, que Christian allait produire son attraque aussitôt dans la course. Et à la fois, il se dit, vaut peut-être mieux être tout seul en tête et gérer son effort plutôt que d'être avec notamment deux équipiers de la Cairn Pharma. On sait que dès qu'il y a deux coureurs d'une même équipe ensemble, ça peut vite poser problème, surtout quand on est tout seul. Donc pour le moment, il est quand même assez satisfait de ce qui se passe. Merci Fabien pour ces commentaires au cœur de cette course. Nous sommes à Valberg, arrivée prévue dans 37 km, avec un écart qui se creuse entre Christian Rodriguez, effectivement l'Espagnol, 1 minute 30 derrière avec les premiers poursuivants. Ça descend fort avant la petite remontée vers Valberg. Oui, Christian Rodriguez qui a préféré donc se lancer en aventure de loin, de gérer son effort comme nous l'expliquait très bien Fabien. C'est vrai que c'est un garçon qui va bien sur les efforts au long cours, les montées, il sait les gérer. Et on voit bien qu'il gère bien également les petits détails qui peuvent faire la différence au final, l'alimentation notamment. Voilà, ça permet, le terrain permet maintenant de pouvoir mettre un âme à la poche et de mettre un petit peu de carburant. C'est important de ne pas avoir de coup de fringale d'hypoglycémie avant l'arrivée, parce que ces longs efforts où on est obligé de ventiler très très fort lorsqu'on monte un col comme ça très très vive allure, où les coureurs sont vraiment au seuil, c'est-à-dire un niveau limite qu'ils peuvent supporter, ça ne permet pas en montée de s'alimenter. Donc il faut absolument le faire dès qu'on bascule, dès qu'on est dans la descente, et qu'on a l'occasion de faire des petits moments de roue libre. Donc bien vu, il est lucide, Christian Rodriguez. Vous voyez le QR code qui s'affiche à l'écran. Ce QR code, il suffit juste de le scanner avec votre téléphone.
Et cette course est aussi la vôtre. Vous pouvez venir nous voir, vous pouvez venir nous faire coucou, vous pouvez poser surtout vos questions à Laurent Jalabert qui va y répondre, bien sûr. On va essayer d'éviter les doublons, on va essayer d'en passer le maximum. Pardonnez-nous par avance si on n'arrive pas à passer tout le monde, mais voilà, ça fait partie du petit dispositif sympa qui permet d'être interactif entre ce que vous voyez à l'écran et les questions que vous avez envie de poser à Laurent pour pouvoir avoir les réponses en direct sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur Internet aussi. N'hésitez pas donc à venir nous voir. Alors tout à l'heure, Laurent, on parlait effectivement de ce plateau. Cette course a lieu un lundi. D'habitude, c'est toujours un petit peu plus tard dans le calendrier. On aurait voulu avoir je mets ça entre guillemets, mais des très très grandes têtes d'affiche comme Lenny Martinez qui s'était imposé ici l'année dernière. Il y a le Giro qui se court en même temps. C'est pas simple pour un organisateur effectivement d'organiser une course comme ça compte tenu des nombreux événements aussi qui se passent sur la Côte d'Azur. Écoutez Christophe Meney, l'organisateur de cette Mercantour Classique, qui nous explique un peu toutes les difficultés qu'il a dû affronter pour que cette course puisse dérouler sous nos yeux maintenant. Mais avec le sommet des océans à Nice, on ne pouvait pas organiser la course le 4 juin. Les forces de l'ordre n'étaient pas disponibles. On nous a donc demandé de bouger la date. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Il y avait ce lundi-là, jour de repos du Tour d'Italie, parce qu'après il faut combiner avec le calendrier international, avec la télé aussi. Donc on s'est dit, bon, on a hésité, mais pas bien longtemps, quelques secondes, et on a dit, bon, tant pis. On savait qu'on aurait sans doute un peloton plus réduit, avec un plateau moins important qu'habituellement, mais on voulait organiser la course à tout prix, parce que je pense qu'annuler c'est un très mauvais signal, parce que la course elle est en route, elle marche bien, donc autant la faire. Et puis on s'est dit ce sera l'occasion peut-être pour un espoir, un coureur moins connu qui va se révéler chez nous, de venir l'emporter à Valberg. La course de toute façon peut se suffire à elle-même par les paysages qu'on va offrir aujourd'hui, puis c'est aux coureurs de faire la course après. Et le pari est réussi, Christophe Meney. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions ce matin au départ à Puget-Théniers. Laurent Jalabert, c'est la première fois que vous voyez cette course se dérouler sous vos yeux de la Mercantour Classique. Effectivement, on sent toute la difficulté, mais on sent aussi toute la volonté qu'ont ces organisateurs de faire exister ce genre d'événements sur lesquels justement se révèlent aussi des profils inattendus de coureurs. Oui, bien sûr. Il faut beaucoup de volonté pour mettre sur pied une épreuve de ce niveau-là. Et pour la maintenir année après année. Et il a raison, Christophe Meney, de dire qu'il ne fallait pas laisser un trou. Il faut garder sa place dans le calendrier. Il faut que l'édition ait lieu malgré tout. Voilà, il arrive parfois qu'il y ait des difficultés, mais il faut qu'elle puisse se tenir cette course. Et de toute façon, ce sera un bon coureur qui va gagner. S'il gagne ça, ça veut dire qu'il peut gagner autre chose aussi. Donc voilà, le parcours est tellement difficile, exigeant. Beau aussi que là aussi il a raison de dire que la course suffit presque à elle-même. Tant pis s'il n'y avait que 71 coureurs au départ et tant pis s'il n'y avait pas les plus grands noms du peloton. De toute façon, on ne peut pas être sur toutes les courses. Il y a tellement de courses qui se chevauchent, tellement d'ambitions différentes dans les équipes et d'objectifs à atteindre. Voilà, les préparations aujourd'hui sont menées de façon millimétrée. Il y a beaucoup de coureurs en stage et qui viennent à la compétition vraiment que ponctuellement. Donc bon, il faut bien qu'il y ait des courses aussi. Et chapeau d'avoir eu le courage donc de la maintenir. Et oui. Et c'est très bien organisé d'ailleurs. Avec ces profils justement que l'on voit et ces images sympas. On a vu Christian Rodriguez à 6 km de Valberg. Effectivement, ces scénarios qui se déroulent sous nos yeux. On a senti que la descente était terminée et que la petite ascension vers le premier passage à Valberg avait débuté, avec toujours les poursuivants derrière à 1 minute 30 donc de l'Espagnol. Ouais, 6 km de montée, une montée roulante. C'est beaucoup moins dur que la montée de la Couillole tout à l'heure. Voilà, c'est 6 km à 4% de moyenne. Mais ça va peser là aussi dans les jambes parce que ça s'accumule, la fatigue, les efforts s'accumulent. On voit bien que ce groupe qui est en chasse là derrière Christian Rodriguez n'est pas tellement serein. On se relaie bien, mais on n'arrive pas à creuser l'écart non plus sur le troisième échelon de la course, auquel sont venus se rajouter quelques coureurs. Ils étaient 6 tout à l'heure, ils sont 9 maintenant. Et 2 Espagnols qui ont passé donc ce col de la Couillole en tête, Rodriguez et Parra. Et tout à l'heure, on parlait de ce Colombien qui était à l'arrière de la course, qui semblait avoir baissé les bras. Et pourtant, il passe le col de la Couillole à la 3e position. C'est Ivan Sosa, effectivement, qui prend 10 points.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Fabien Madigou qu'on va retrouver maintenant sur la moto. Un Colombien ne baisse jamais les bras, Fabien. Ah non, ça c'est certain. Et puis l'école, ça les connaît. La longueur d'école, ça leur pose pas de problème. Et l'altitude encore moins. En tout cas, nous, on se retrouve là, à l'arrière du troisième échelon de la course, où on trouve les premiers Français. On vient de voir Clément Brazafonso se ravitailler auprès de sa voiture d'équipe de Didier Rousse. Et il vient surtout de pouvoir compter sur un renfort de poids. Tom Donenworth, qu'on a vu faire du gros boulot dans l'ascension précédente, qui vient de reprendre les commandes de ce groupe finalement battu pour le moment, et qui vient de réimprimer un tempo, mais on les sent quand même un petit peu plus en difficulté que même les 4 poursuivants de Christian Rodriguez. Merci Fabien. Nos yeux au cœur de cette course donc de la Mercantour Classique 5e édition. On est lundi, on sort du week-end, on sort du Festival de Cannes, mais cette course existe et elle est là, elle se déroule sous nos yeux, 32 km de l'arrivée. On a passé le col de la Couilleule, on commence à se diriger vers Valberg et son ascension avant la grande descente, puis la deuxième montée de presque 15 km à 6,5%. Et toujours ce groupe de poursuivants, enfin ces groupes de poursuivants. Avec ici un coéquipier donc de Ivan Sosa, la personne de José Félix Paracuerda, dossard 51, qui n'hésite pas à s'arroser. On parlait de la chaleur tout à l'heure, c'est pas la grosse canicule, mais les coureurs sont en plein effort. Ils ressentent davantage cette chaleur, et surtout quand ça monte comme ça où il n'y a plus de déplacement d'air. Pour le coup, le fait de s'arroser permet de peut-être retarder un petit peu ce phénomène de surchauffe et de déshydratation qui parfois menace, surtout avec les premières chaleurs comme ça. On n'est pas trop habitué, on s'hydrate moins, on ne fait pas trop attention et d'un coup on commence à attraper des crampes. Alors que ça bouge au troisième échelon. On a accéléré et on se disperse à nouveau. Et Garnalec qui grimace ici. Le coureur de Arkea BNB. Et cette tête de la course avec 1 minute 30 presque d'écart, presque 3200 mètres de dénivelé positif ont déjà été parcourus sur un total de 4320. Il en reste environ 1000, donc on a fait les 3/4 des ascensions. L'Espagnol qui est parti tout à l'heure nous a tous un petit peu surpris. Ils étaient 3 en tête de cette équipe Arkea. Et Rodriguez est parti d'un coup, comme ça, à la sortie d'un virage. En même temps, c'était important qu'il puisse le faire parce que le rythme qu'imposait ce coéquipier, c'était pas du tout logique si derrière il n'attaque pas. Tu mènes un train d'enfer comme il faisait, on voyait les coureurs les uns après les autres être en difficulté, y compris Ivan Sosa que nous avons là, qui a même un temps été distancé avant de revenir après. Donc il était vraiment en train de mettre beaucoup de pression sur les adversaires. Et généralement, quand tu fais ça, derrière, il faut que le leader soit en mesure de placer une attaque et changer de rythme. Et c'est là que tout vole en éclat. Ça s'est passé comme ça. Et s'il ne l'avait pas fait, il se serait retrouvé dans un groupe où il n'aurait plus de coéquipiers et avec tout à faire à nouveau. Donc ça demande beaucoup d'efforts, c'est vrai. C'est très, très courageux de sa part, mais finalement, ça valait la peine d'essayer. La preuve, pour l'instant, il ouvre la route, ça fait déjà une quinzaine de kilomètres. Et c'est vrai qu'on se dit, mais ouais, ce que vous disiez, il reste encore tous ces kilomètres-là. Pourquoi faire cette attaque maintenant? Pourquoi ne pas attendre d'être passé, par exemple, d'avoir passé des difficultés, mais preuve que ça fonctionne, parce qu'effectivement cet écart il l'a bien creusé. 1 minute 24, c'est quasiment stabilisé depuis de longues minutes maintenant, et derrière ça a quand même pas mal disloqué le peloton. Est-ce que, compte tenu de ce passage en boucle à Valberg, qui est assez original en tout cas pour cette épreuve, est-ce que le plan stratégique se met en place de manière un peu différente de d'habitude? C'est-à-dire, est-ce qu'on anticipe le fait que ce passage à Valberg aura lieu 2 fois? C'est pas tellement ça qui a incité, je pense, Rodriguez à attaquer, c'est plutôt mettre à profil la difficulté la plus importante du jour, la montée de la Couilleule. Et ces pourcentages peut-être les plus difficiles sur cette journée. Donc voilà, s'il y avait un plan d'action à mettre en place, c'était à ce moment-là. Quand on est costaud et quand on veut essayer de faire la différence, autant le faire dans la partie la plus difficile. Et après, une fois que les écarts sont en place, on voit bien que c'est pas si simple de revenir. Ils ont beau être 4 derrière, ils ont beau se relayer correctement. L'entente est bonne ici dans le groupe de poursuivants, mais on rattrape pas grand-chose. Sauf défaillance de Christian Rodriguez, qui aurait mal géré son hydratation, son alimentation,
et qui d'un coup aurait une grosse baisse de régime. Sans cela, je pense qu'il est en mesure de pouvoir aller jusqu'au bout. Derrière, il n'y aura pas comment expliquer, comment dire, il n'y aura pas de grosse transformation parmi les 4 poursuivants. On est dans une course où ça se fait petit à petit, on s'épuise petit à petit, kilomètre après kilomètre, au fil des kilomètres d'ascension. Et donc le niveau qui est en place pratiquement mi-course, il reste à peu près le même jusqu'au bout. S'il n'y a pas un coureur qui est victime d'une défaillance, il n'y a pas de grosse transformation chez les autres non plus. Le QR code est toujours à l'écran, venez nous voir. Et notamment Eric qui habite à Bayonne, qui a une question pour vous, Laurent. Est-ce que... bon, tout le monde se tutoie dans le vélo, alors allons-y. Bonjour Laurent Jalabert, considères-tu que la poursuite est organisée et est-elle en capacité de revenir sur l'homme de tête? C'est de ça dont on était en train de parler. On était en train d'en parler, oui, la poursuite est organisée, ça c'est vrai, ça s'est mis en place un petit peu comme ils ont pu après l'attaque de Rodriguez. Chacun a été dans la zone rouge et a essayé donc de passer ce cap difficile. Pour l'instant, ils sont regroupés à 4 derrière. Ils sont très bien organisés, ils se relaient parfaitement. Ils évitent le retour de la dizaine de coureurs qui les poursuivent à l'échelon 3. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir? Ça, c'est une autre histoire. Comme on vient de le dire, ça ne dépend pas que d'eux. Ça dépendra également de la capacité à Rodriguez de pouvoir maintenir cet effort jusqu'au bout. S'il n'a pas de défaillance, s'il est capable de rouler comme cela jusqu'au bout, ça me semble difficile de pouvoir revenir. Mais voilà, il y a quand même une grosse montée encore à faire, la montée finale de Valberg. Et là, il va falloir que les jambes tiennent bon pour Rodriguez. Après une longue descente que l'on va vivre ensemble dans quelques minutes, sur le plan vu d'en haut, vous reconnaissez bien l'un des derniers virages avant d'arriver dans la station de Valberg, où nous nous trouvons, nous aussi, pour voir les coureurs passer dans un sens puis dans l'autre tout à l'heure, sur les coups de 16h, 16h15. On est à 30 km de l'arrivée. Le scénario est toujours le même depuis de longues minutes maintenant. Un Espagnol en tête, 1 minute 19 derrière des poursuivants. Avec 2 Espagnols dedans, Jesus Serrada et José Félix Parra aussi. Et Ivan Sosa, le Colombien. Et derrière, on a un groupe aussi d'hommes assez nombreux, dont 5 Français dedans, avec Joussom, Guernalec, Bizio, Brazafonso et Donan Weirs. Voilà, on est aux portes de la station de Valberg. On sent que le speaker est en train d'animer le premier passage des coureurs ici dans la station. Vous découvrez les portes de Valberg. On est en bas de la station, les pistes sont à gauche. Et l'Espagnol arrive donc ici à Valberg, avec toujours sa minute 30 d'avance sur les poursuivants derrière. Ouais, il n'est pas vraiment dans la gestion, là. On sent qu'il appuie fort sur les pédales, le muscle est saillant, il est vraiment dans un effort très soutenu depuis de nombreux kilomètres. 28 km encore, alors on va peut-être pas compter les kilomètres en descente, c'est des kilomètres, mais ceux-là ils sont pas très difficiles, il faut rester sur le vélo, c'est tout. La descente elle arrive pour lui, donc elle va être la bienvenue, il va pouvoir récupérer un petit peu avant le dernier rush, la montée finale. On est dans le dernier kilomètre, effectivement dans le dernier kilomètre de ce premier passage ici à Valberg. Ça permet de prendre la température un peu de la station et de voir comment ça va se passer dans l'autre sens pour l'arrivée finale tout à l'heure, dans 28 km donc. Les questions commencent à arriver, on va les passer tout à l'heure lors de la descente, mais ça parle Braquet, ça parle de Martinez, ça parle de Pavé aussi, alors qu'on est au cœur du Mercantour. Laurent, préparez-vous, il y a pas mal de questions qui devraient arriver, mais effectivement on est dans ce dernier kilomètre donc de ce premier passage ici à Valberg, avec Alan Joussom que vous découvrez à l'écran qui boit un coup. 1 minute 37, 1 minute 40, hein, il accélère l'écart justement, il prend de l'ampleur cet écart entre l'Espagnol à 500 mètres de l'arrivée, du premier passage de la ligne d'arrivée, pardon, et derrière les poursuivants à 1 minute 40. Derrière, on va commencer à douter un petit peu, hein. On va commencer peut-être à se regarder, à envisager la deuxième place, parce qu'on a conscience que cet écart devient problématique, que Rodriguez ne faiblit pas. Au contraire, même Rodriguez a même accéléré, hein, à l'entrée de la station de Valberg pour essayer de vraiment creuser un bel écart avant de plonger dans la descente. Et peut-être pour ruiner un petit peu le moral de ses adversaires. Je pense qu'il est bien coaché de ce côté-là. Maxime Bouet a dû lui dire, allez, si tu peux
met le paquet là jusqu'au passage sur la ligne, ça va les faire douter derrière. Ça perturbe tout, effectivement. On est à moins de 200 mètres du premier passage ici à Valberg. Les motos de la gendarmerie viennent de passer devant nous. Hop, on rentre dans le petit canal sécurisé avec la ligne d'arrivée que vous voyez ici. C'est le premier passage à Valberg de Cristian Rodriguez, Dossard 31, l'Espagnol. Et voilà, il vient juste de passer devant nous. Et c'est parti. Bonjour le car régie, bonjour Romain François à gauche dans le car que vous voyez à l'écran qui réalise cette course avec tous les gars de la fabrique, effectivement, pour nous faire vivre cette 5e Mercantour classique. L'Espagnol Rodriguez va partir pour la grande descente et derrière donc le groupe de poursuivants à 1 minute 55. Hein. L'Espagnol s'est bien éclaté dans cette montée. Il a creusé un joli écart de pas loin de 2 minutes. Il a mis un bon coup de collier là, hein, sur ce dernier kilomètre pour accroître son avance avant de se lancer à la descente. C'était bien vu. Et derrière, on sent, hein, effectivement, on les sent bien, les 2 minutes d'écart entre au cœur de cette station de Valberg, les résidences à droite, les pistes à gauche. On les voit en bas à droite, là, les motos. On voit que ça arrive sur la droite de l'image et la ligne d'arrivée légèrement sur la gauche. Elle est belle cette station de Valberg. Avec toute la pluie qui est tombée, c'est bien vert. 2 minutes d'écart. 2 minutes d'écart entre Rodriguez et ses poursuivants que l'on voit à l'écran. Avec le Colombien, hein, Ivan Sosa, qui est bien remonté. Tout à l'heure, vous parliez d'un coup au moral. Est-ce que là, ils sont au courant qu'il y a quasiment 2 minutes d'écart Oui, peut-être même qu'au passage sur la ligne, un chronomètre sera là pour indiquer l'écart, mais via les oreillettes, regardez, là, le chronomètre est là. Il n'indique pas forcément l'écart, mais oui, avec le radio tour et les chronomètres des commissaires de course, l'information a été relayée auprès des voitures des directeurs sportifs et via les oreillettes jusqu'aux coureurs. Donc l'écart a grandi considérablement, même ils le savent, et ça va leur mettre un petit coup moral, et peut-être qu'ils vont déjà se dire bon, il est trop loin, il est trop fort, on n'y arrivera pas, donc maintenant on va regarder du côté du voisin pour voir si on peut le battre pour aller chercher la 2e place, peut-être. David qui habite Mont-Saint-Pével, quand on voit cette question, existe-t-il des pavés en montagne? La réponse est oui, regardez, ils sont juste dessus, c'est pas vraiment des pavés. Oh, c'est des dalles, c'est presque du carrelage ici, hein. Attention, hein. C'est la classe à Valberg. On est sur la Côte d'Azur. Hein. Ouais, c'est beau. Ce sont les seuls, effectivement, pavés carrelés de cette course. Ce sont des dalles de pierre, c'est très beau. Xavier qui habite Brest, puisqu'on est en pleine descente. Maintenant, on va parler technique avec vous, Laurent. Quels sont les braquets utilisés et la section des pneus? Alors, pardon, je reviens un instant sur la question précédente. Il existe des cols avec des pavés. Hein. Sur certains cols dans les Alpes suisses, il y a des pavés. Et je peux vous dire que ça rend le col encore plus difficile. Ça bouscule. Oui. Les pneus, beaucoup d'équipes et de coureurs utilisent maintenant des tubeless, des pneus sans chambre à air, avec des sections de 28 mm. Ça a un très bon rendement, les gommes sont très bonnes. Et on ne gonfle pas trop d'ailleurs. Le maximum autorisé pour du 28, je crois que c'est 5 bars. Et pour le coup, comme ils sont quand même, il faut le dire, très légers les coureurs aujourd'hui, ils sont maigrichons, hein, on le voit, il n'y a pas trop de costauds, surtout en montagne, donc on a certainement des pressions plutôt aux alentours de 4 bars, et ça va bien parce que ça ne saute pas beaucoup et le rendement est meilleur. Donc voilà, on roule beaucoup avec des tubeless dans le peloton professionnel. Les braquets, c'est suivant les équipementiers, mais en montagne comme ça, vous l'avez remarqué, ça tourne beaucoup les jambes. Hein. 38, 30, on n'hésite pas à rouler avec des braquets. Bon, ça c'est pour les braquets les plus importants, mais sur des pourcentages comme ça de col de 7,5%, on préfère tourner les jambes et être un peu plus efficace. Ça permet de moins détruire ses muscles, hein, détruire entre guillemets bien sûr, et de garder de l'efficacité plus longtemps que d'amener des gros braquets comme nous le faisions à mon époque où on nous dit bah vous rouliez quand même avec des braquets énormes. Oui c'est vrai, mais on n'avait pas ces braquets qu'ils ont aujourd'hui. Les toiles des railleurs, enfin du pédalier pardon, ne permettaient pas de mettre en dessous de 39 et les roues libres au-delà de 25 dents, ça n'existait pas.
Donc voilà, tout a évolué et des coups de pédale avec d'ailleurs les coureurs aujourd'hui. Tourne davantage les jambes. Ouais. Alors c'est parti pour presque 15 km de descente. Elles sont belles ces images, elles sont belles. Il est beau ce massif du Mercantour qui accueille cette belle épreuve. Aujourd'hui on va retrouver Fabien Madigou qui est en pleine descente. On a vu tout à l'heure que ça descendait fort du col de la Colmiane et on imagine là à voir ces images que ça descend fort aussi dans cette descente de Valberg, Fabien. On frise parfois les 90 km/h. Voilà, là on est dans un gros virage. Nous on se trouve derrière le troisième échelon de la course où il y a un coureur, celui de la Décathlon AG2R la mondiale, Léo Bizio, le jeune coureur français qui nous faisait une très belle impression. Et il a placé une attaque juste avant le sommet pour essayer de partir. L'impression qu'il donne, c'est qu'il avait quasiment le niveau pour être avec les 4 hommes qui sont devant. D'ailleurs, pendant une bonne partie de la montée, il les avait en ligne de mire. Mais malheureusement, ils n'ont jamais réussi à faire la jonction. Il y en a un qui a réussi à faire la jonction, c'est Baptiste Huyer, le jeune coureur français aussi de la formation Tietema Rockets, dont le leader Carboni est parmi les 4 hommes qui sont juste devant. Mais effectivement, voilà, on sait que Cristian Rodriguez est parti pour un sacré numéro. On se doute que ça va être compliqué de le rattraper, mais on est en pleine saison hyper importante pour aller chercher notamment des points UCI. Donc toutes les places sont bonnes à prendre. On voit Victor Garnalec notamment, Arkea BNB dans une position délicate. On a perdu Fabien. S'il peut dans la dernière montée partir et essayer d'aller grappiller quelques places, il le fera avec grand plaisir. Merci Fabien, on n'a pas entendu parfaitement la fin de la phrase parce que vous êtes en pleine descente effectivement de ce passage de Valberg. Ça descend vite et ça descend fort. On a parlé de effectivement l'Espagnol Cristian Rodriguez qui est en pleine bourre et en pleine route pour sa potentielle 3e victoire professionnelle. Il est à 1 minute 50 des poursuivants derrière. Et Denis qui habite Antibes, Laurent, vous demande quel est le niveau de puissance fourni par Rodriguez et selon vous combien de temps est-ce qu'il pourrait maintenir cet effort avec cette puissance-là? Alors moi je ne connais pas les datas de Cristian Rodriguez, ça c'est généralement assez confidentiel. Ils ne les mettent pas trop, les amateurs n'hésitent pas à déballer, à tout mettre en évidence. Au contraire, c'est même une façon de montrer qu'on en a un petit peu sous la pédale. C'est un petit peu l'inverse dans le milieu professionnel où on essaie de cacher ses valeurs. Donc je ne connais pas du tout les valeurs de Cristian Rodriguez, mais on peut imaginer que sur une montée comme celle-là, il monte à 350 watts de moyenne, sans aucun problème dans ce type de montée, un effort soutenu, régulier. Voilà donc pour Cristian Rodriguez, à mon avis c'est dans ces eaux-là, mais de par son gabarit. Mais bon, la puissance c'est une valeur étalon aujourd'hui. C'est vrai que à une certaine époque, il y avait la vitesse avec des compteurs kilométriques. Ensuite, il y a eu les pulsations qui permettaient de gérer, de doser son effort. Et maintenant, il y a les capteurs de puissance qui permettent de définir la cylindrée des uns et des autres. Oui, la cylindrée, oui. Comme les voitures. Oui, c'est ça. La puissance, c'est la cylindrée des coureurs, c'est vrai. Et du coup, on sait, pour ne pas exploser et se faire sauter la caisse, à quelle puissance il faut monter et combien de temps on peut tenir comme ça. Donc si on sait rester à ce que l'on appelle ça FTP, c'est-à-dire 80% de sa puissance max, on est supposé pouvoir tenir 1 heure sans problème à cette puissance-là. Et j'imagine que pour Rodriguez, ça doit se situer au moins à 350 watts. 2 petits groupes, vous le voyez à l'écran parfaitement dans ce virage, sont à la chasse de Cristian Rodriguez. C'est José Parra et Giovanni Carboni dans le premier groupe et Jesus Herrada et Ivan Sosa, le Colombien, dans le 2e groupe qui vient tout juste de passer le virage. C'est pas les meilleurs descendeurs là, Herrada et Sosa, un peu la peine, et pourtant cette descente elle est très belle, elle n'est pas du tout piégeuse, mais c'est vrai qu'on prend énormément de vitesse, la route est belle, le rythme est bon. Et ça descend fort quand même. Donc ça permet, sur les bons descendeurs, d'aller grappiller quelques secondes. On a une question intéressante puisqu'effectivement on est en pleine descente et qu'on a vu des images assez vertigineuses tout à l'heure. David de Mont-Saint-Pével dit: est-ce qu'un coureur peut avoir peur en regardant en contrebas dans une descente quand on voit ces pentes abruptes? Faut pas avoir le vertige quand on fait du vélo? On peut avoir le vertige, ça c'est propre à chacun. On a le vertige, on n'a pas le vertige. Ça, moi personnellement j'ai le vertige, mais si je suis sur un vélo, jamais j'ai le vertige sur un vélo. On n'a pas trop le temps de penser en fait. On est dans l'effort, on est concentré sur ce que l'on fait. Et quelquefois c'est plutôt à froid après l'épreuve qu'on se dit ouf. C'est vrai que si j'étais parti en décor, je serais peut-être plus de ce monde, mais dans l'action, on ne pense pas à tout ça.
on est dans l'action justement et on se laisse aller. Voilà, il faut être libéré, relâché et concentré surtout pour prendre les bonnes trajectoires. C'est grisant, hein, une descente, et quand on aime cet exercice, c'est vraiment un plaisir. Hein. Bon, vous qui faites du ski, vous devez le savoir. C'est à peu près la même chose. Pas aussi vite non plus. Mais... Ah, mais vous allez, parce que vous n'avez pas de compteur, mais vous allez peut-être très vite en faisant des descentes à ski. En tout cas, elles sont vraiment très belles ces images et on vous avait promis du spectacle. Regardez, on est au cœur du Mercantour et ici ça poursuit grave, hein, ça poursuit grave en route vers dans les roues de Christian Rodriguez. On est en pleine descente de Valberg avant l'ascension finale. Donc pour le deuxième et dernier passage avec l'arrivée ici à Valberg, on sent qu'il y a vraiment une envie de pourchasser cet Espagnol et de revenir dans la montée. Alain qui habite Cassel, c'est dans le nord. Dans le nord, oui. Avec le mont Cassel et ce magnifique moulin. Quel coureur français a-t-il le plus de chances de faire un podium aujourd'hui? Alors ça, c'est la question à 1000 €, mais effectivement, on en a eu plusieurs. On a beaucoup parlé tout à l'heure de Clément Braz-Afonso qui revenait et qui attaquait. Les Français sur cette course, on va dire qu'il y en a à peu près la moitié sur les 70 coureurs. Il y a à peu près la moitié de Français. Oui, ben, sur ce que l'on voit à l'instant T, pour l'instant les Français n'occupaient pas les premières positions, mais les mieux placés, on va dire, pour peut-être aller faire un podium côté français, ce serait Léo Bizio et Clément Braz-Afonso qui sont à l'échelon 3. Hein. S'ils font une belle descente et s'ils parviennent à faire une très bonne montée finale, le podium peut être accessible. Ça n'est pas le cas pour l'instant, mais ça pourrait le devenir. Il peut tout se passer. Effectivement, tout à l'heure, on a commencé à prendre l'antenne sur Internet et on voyait le Colombien qui était dernier. On ne donnait pas cher de sa performance et pourtant, il fait partie de ces hommes poursuivants aujourd'hui qui comptent bien rattraper l'Espagnol. Que vous le voyez à l'écran, ce Colombien, Dossard 54 justement. Toujours cet écart d'1 minute 45. On était à 2 minutes tout à l'heure après le premier passage à Valberg. On était à 2 minutes d'écart avec le premier groupe de poursuivants. On est à 1,40. Effectivement, ça revient derrière gentiment vers l'Espagnol Christian Rodriguez. Petit point Coupe de France. Laurent, Patrick qui habite la Réole dit je voudrais savoir pourquoi une course qui compte pour la Coupe de France, il y a des coureurs étrangers inscrits dans cette Coupe de France. Parce que pourquoi, j'en sais rien. C'est comme ça, en fait, tous les coureurs qui participent à une épreuve de la Coupe de France figurent au classement. Voilà, c'est le classement. Enfin, c'est conventionnel. Le règlement, oui, le permet ainsi. Et on peut avoir un coureur étranger qui remporte la Coupe de France, et ça, c'est tout à fait possible. La Coupe de France, c'est une vingtaine d'épreuves. On est à la 16e, je crois, aujourd'hui, hein, il me semble. Ou 13e, peut-être. C'est la 13e manche, ouais, exactement. Noté, ouais. 13e manche de la Coupe de France. Et sur 21. Donc voilà, il en reste pas mal. Et le leader, c'est Clément Venturini. On le voit là depuis le Trobro-Léon, un peu avant même, Tour du Finistère. Il est devenu leader. Donc. Il a détrôné Guillaume Martin qui avait remporté 2 épreuves. Hein, après la classique Grand Besançon et le Tour du Doubs. Benoît Cosnefroy à la 4e place qui avait remporté le Tour des Alpes-Maritimes l'année dernière. On a une petite remarque effectivement qu'on va transmettre à Christophe Menet, l'organisateur de Pascal qui habite à Agen, qui propose que cette course, vu que le calendrier masculin était complet, que cette course de cette 5e Mercantour classique soit une course féminine. Pourquoi pas? Oui, ce serait bien. Après, le calendrier féminin est aussi très chargé. Il va falloir trouver une place pour elle pour ajouter une course supplémentaire. On est ici à Guillaume. On vient de passer Guillaume. Ah oui, Guillaume, ça veut dire que la descente est finie. Et donc c'est parti pour l'ascension finale, 14,5 km à 6,2% de moyenne. Et l'Espagnol, donc Christian Rodriguez, Dossard 31 de l'équipe Arkea, qui est en tête depuis maintenant de nombreux kilomètres, attaque cette ascension. Est-ce que cette ascension est plus difficile que le col de la Couillole? Non, elle l'est moins. Au niveau du pourcentage, on est sur du 6% de moyenne. La Couillole, c'est 7,5%. C'est un peu moins long également, 14 km. En revanche, il y a le reste dans les jambes. Hein. Tous les efforts et tous les kilomètres et les mètres de dénivelé positif qui se sont accumulés. Donc on aborde cette dernière ascension avec les jambes lourdes, plus fatiguées. Et du coup, ça la rend peut-être un peu autant difficile que la Couillole finalement. Mais il l'aborde avec une avance vraiment intéressante. Il va pouvoir gérer son effort.
Par contre, derrière, on ne va plus être dans la gestion. Il va falloir maintenant se livrer bataille pour aller chercher la deuxième place pour envisager la victoire. Si on veut revenir sur Christian Rodriguez, il va falloir attaquer à cet échelon-là. Ici, on voit que Herrada et Ivan Sosa sont repris par le groupe 3. Ils n'ont pas pu suivre ces deux garçons dans la descente. José Félix Parra, le coureur de Pharma, et Giovanni Carboni, le coureur d'Unibet. De Card Pharma et Unibet, donc qui ont laissé derrière Jesus Herrada et Ivan Sosa, donc ils sont repris par la contre-attaque. Alors parmi ces 71 coureurs, dont Herrada que vous parliez, qui est aussi un profil de rouleur, on a une question de Sacha qui habite Lille, qui dit, elle est intéressante cette question, comment un directeur sportif arrive à engager et motiver un rouleur sans trop être grimpeur dans cette épreuve d'un jour? Ça carbure dans l'oreillette pour motiver et... Ça dépend ce qu'on lui demande, mais voilà, chacun a son rôle dans une équipe, il faut bien le comprendre. Tous ne sont pas capables de gagner une course comme celle-là. Il faut, on a compris, avoir un sacré bagage de bons grimpeurs. Et pour le coup, le reste de l'équipe, bien souvent, est missionné pour encadrer, épauler son leader, son grimpeur, pour l'amener dans les meilleures dispositions au moment décisif. Donc comment on le motive, ça c'est du management, à trouver les mots justes, en sachant lui dire que son travail sera important, même si ce n'est pas son terrain de prédilection, mais que tout ce qu'il va pouvoir accomplir au service de l'équipe, ce sera autant d'efforts que n'auront pas à faire les autres. Donc oui. Voilà, il faut progresser aussi, même dans les domaines où on est moins bon. Donc amener des rouleurs sur des courses difficiles, ça leur permet d'aller chercher un point supplémentaire en montagne, d'améliorer leur coup de pédale en montagne, et ça peut être utile pour les courses d'après. Et de progresser, bien sûr. On va retrouver Fabien Madigo au cœur de cette course, qui entend tout, qui voit tout. Est-ce que vous entendez les directeurs sportifs encourager leurs coureurs, Fabien? On les voit en tout cas user du mégaphone. Non, ils ont un petit truc effectivement pour communiquer directement via les oreillettes. On est en train de remonter là progressivement la file des voitures avec mon pilote Thierry Magnaldi, un nom qui parle aux amateurs de rallye raid, et puis pour ceux qui nous suivent, qui est souvent le pilote d'un certain Thomas Vauclair qu'on salue. Non, juste pour vous dire qu'effectivement, quand rebondir un petit peu sur ce que disait Laurent, Maxime Bouet, par exemple, le directeur sportif d'Arkea BNB Hotel, nous disait clairement: j'ai voulu venir avec 7 coureurs parce que j'avais besoin de Donovan Grandin au début, que voilà, chacun a son rôle, et on a bien vu le rouleau compresseur qui était Arkea aujourd'hui, avec effectivement à chaque degré, chaque niveau finalement des coureurs différents pour imprimer un rythme important. On pense notamment aux grimpeurs là qu'on a encore juste devant nous, Victor Garnalec, on a vu Elie Gébert qui s'est relevé aussi, le jeune Louis Roulant qui a fait un gros boulot aussi en tête de peloton. Voilà, c'est aussi ça, le cyclisme, c'est ce qu'on adore. C'est ce côté esprit d'équipe. Même si Christian Rodriguez est superbe forme aujourd'hui, qui grimpe très fort, c'est aussi de tous ses équipiers qui récompensent aujourd'hui, qui peut être récompensé d'une victoire. Tout va bien jusqu'à. Merci Fabien, on a encore eu des petits soucis pour entendre la fin de votre intervention. Léo Bizio qu'on voit à l'écran avec le dossard d'AG2R, Décathlon AG2R La Mondiale. On est en phase de montée, donc d'ascension pour aller vers Valberg. On est déjà passé une première fois il y a une dizaine de minutes maintenant. Presque 15 km d'ascension avec ces deux hommes, ces poursuivants, Paracuerda et Carboni. Ouais, déjà, pour eux, c'est 1,38. L'écart est à peu près... Bon, ils ont réussi à réduire, ils ont fait une grosse descente, ils ont réussi à rattraper une quinzaine de secondes, même davantage. 1,25. Voilà, on va voir si l'écart est juste, on va voir s'ils sont capables d'inverser les rapports dans la dernière montée, de mettre en difficulté ce garçon Christian Rodriguez qui est échappé déjà depuis une trentaine de kilomètres. Et à l'échelon 3, donc le reste du groupe, une dizaine de coureurs qui vont essayer de revenir sur le groupe de poursuivants que nous venons de laisser. Et nous sommes ici avec 10 hommes parmi ces poursuivants, effectivement. Alan Chussom qui attaque. Ces poursuivants qui sont en train de se dire: on va d'abord remonter sur Parra et Carboni avant d'essayer d'attaquer Rodriguez. Alan Joussom que vous découvrez à l'écran, dossard 65. Les stratégies se mettent en place effectivement dans les équipes, histoire de contrôler un peu l'écart qui se crée avec l'Espagnol. Mais il y a du boulot avant, parce qu'il faut remonter presque 2 minutes jusqu'à Parra et Carboni, puis ensuite 1 minute 30 jusqu'à l'Espagnol. Oui, à cet échelon-là, on n'envisage plus la victoire. Ils sont en train d'aller chercher... ils se livrent bataille pour aller chercher les places d'honneur
Ils ont bien compris qu'eux, en tout cas, ne reverraient pas l'Espagnol, non, Christian Rodriguez. Il est trop loin devant, il y a trop peu de kilomètres maintenant sur ce terrain-là pour revenir. Il y a beaucoup de jeunes coureurs et beaucoup de Français d'ailleurs qui sont dans ce groupe de contre-attaquants à l'échelon 3 à 2 minutes et 10 secondes. Alain Joussom, on a Victor Bernal avec Léo Bizio, Clément Bras, Afonso. N'hésitez pas à venir nous voir durant cette Mercantour classique. Vous êtes nombreux hein, du Nord. Je salue Jean-Paul de la Capelle, effectivement, qui organise plein de choses là-bas et qui nous passe un joli petit coucou et un salut très amical à Jaja, l'US. Merci Jean-Paul. Alors, il dit, j'ai côtoyé son papa qui courait à l'US La Capelle. Non, ça c'est pas vrai. Mon père, il n'a jamais fait de vélo. C'est pas possible, il confond. Non, à mon avis, c'est le papa de Marion. Ah. Marion Rousse, je pense. Ah bah ouais, ça doit être ça. Jean-Paul qui habite La Capelle, n'hésitez pas à venir nous voir pendant cette émission, pendant cette retransmission. On n'est pas loin des 10 km de l'arrivée. Si vous nous rejoignez, vous avez bien fait. On est en direct sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est en direct sur Internet et on est en train de vivre une des épreuves, une des courses d'un jour les plus difficiles de France et qui existe aujourd'hui. C'est la 13e manche de la Coupe de France. C'est la Mercantour classique Alpes-Maritimes. C'est la 5e édition. Et le scénario est le suivant. Christian Rodriguez, que vous voyez à l'écran, est parti en tête. Il a surpris tout le monde. Il faisait partie de ces hommes en tête avec l'équipe Arkea BNB Hotel. Et à un moment donné, il est parti tout seul. On s'est dit, mais il est fou. Pourquoi est-ce qu'il le fait maintenant? Eh bien, regardez, 1 minute 35 d'écart avec 2 poursuivants. José Félix Parra et Giovanni Carboni, que vous découvrez, non pas à l'écran. Enfin, c'est le groupe des deux oui, c'est les deux coureurs qui sont en lice pour la 2e place et qui aimeraient bien revenir sur la tête de course, mais voilà, l'écart est ce qu'il est. Pour l'instant, il ne faiblit pas. 251, c'est ça, Parra et Carboni. Et un derrière, un Italien, un Espagnol. Un second groupe de 9 coureurs avec 2 minutes 19 d'écart. Donc effectivement, on approche des 10 km de cette arrivée. On est en route pour Valberg. On va passer la ligne d'arrivée dans l'autre sens, puisqu'on a déjà traversé la station de Valberg dans un premier temps il y a un quart d'heure maintenant. 10 km de l'arrivée et 1 minute 30 d'écart avec les 2 poursuivants sur Christian Rodriguez, l'Espagnol. Ah, il va bien encore Rodriguez, un bon coup de pédale, aucun signe de fatigue trop prononcée en tout cas. On imagine bien qu'il est fatigué, mais il est encore efficace hein. Et l'écart reste stable. Les 2 autres derrière s'entendent bien, mais voilà, regardez la distance qui les sépare, hein. C'est important hein. Il y a trop peu de kilomètres, 10 km pour boucher une 30. Ils ne sont pas plus frais derrière. Depuis qu'il est parti, Christian Rodriguez, l'écart est à peu près le même. Il a plafonné un petit moment à 1 minute, puis il a su monter cet écart au-delà de la minute 30. Et depuis, on voit bien qu'ils ne sont pas capables, ces deux-là, de réduire l'écart, hein, malgré tous les efforts qu'ils font. Malgré la très bonne entente qui règne au sein de ce groupe, ça ne revient pas. Sauf défaillance de Christian Rodriguez, et ça ne prend pas le chemin, il devrait pouvoir remporter cette épreuve. Christian Rodriguez, l'Espagnol, en route pour sa 3e victoire professionnelle. Ici, qu'est-ce qu'il a fait comme signe? Oui, on lui indique le temps. Et ouais, il va prendre un gel énergétique, je pense. Voilà. Petit quoi l'oreillette. Est-ce que tu veux un gel? Et du pouce, il fait signe 1. Et là, qu'est-ce qu'il prend? Un bidon? Ah ben non, 2 gels alors. Oui, bon, il reste... il mange, mais il n'a pas soif. Il sera en forme sous la douche. Non, mais prends un gel maintenant, ça va aller dans 3-4 minutes et ça passe très vite. Hein. Dans 3-4 minutes, il va sentir qu'il a un peu plus d'énergie. Hein. En tout cas, il s'assure d'avoir suffisamment d'énergie jusqu'à l'arrivée. Quand on l'écoutait tout à l'heure au micro de Vincent Capu et qu'il nous disait qu'il était en forme moyenne, qu'il était là, qu'il était content d'être là, mais qu'on avait ressenti quand même une certaine modestie. Et pourtant, après presque 4 heures déjà de course, alors qu'il reste 10 km à parcourir, eh ben cet Espagnol semble être en forme.
il maintient son rythme. Et si on se met à sa place là, comment ça se passe dans son état d'esprit? Il y a une forme d'adrénaline qui monte en se disant ça y est, j'y vais, et ça motive ça, j'imagine. Bien sûr que ça motive, et on le disait tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de gagner souvent. Il n'a que 2 victoires à son palmarès, ça fait quelques années qu'il est dans le peloton, hein, donc ça aussi, ça veut... Forcément, quand on l'interviewe au départ et qu'on lui demande quelles sont ses ambitions, il est plein de modestie parce qu'il ne peut pas claironner. Moi, je vais gagner. On n'a pas affaire à Pogacar. Pogacar, il n'envisage pas la 2e place. Christian Rodriguez, il a parfois du mal à envisager la première. Et pour le coup, aujourd'hui, il a fait une course parfaite. Il a su maîtriser la concurrence, attaquer de loin, mais c'était forcément la bonne stratégie puisqu'il caracole toujours en tête. Et là, dans les 10 derniers kilomètres, il commence à savourer. Il est toujours concentré sur son effort. Voilà, il ne néglige pas les détails qui permettent d'aller jusqu'au bout, hein. Il s'alimente, il s'hydrate, mais il est habité par ce sentiment-là, cette joie de se dire je vais le faire, je vais y arriver, et ça n'y arrive pas souvent, donc on comprend bien qu'il doit avoir la chair de poule, là, hein. Il est porté. Dans cet effort qui reste difficile, il est certainement plus léger. Les poursuivants, toujours cet écart d'1 minute 30. Lorsqu'ils sont passés à Valberg tout à l'heure dans le premier sens, il y avait 2 minutes d'écart entre l'Espagnol et les poursuivants. L'écart s'est réduit à 1 minute 30. Mais pourtant, il est en forme. Christian Rodriguez, comme on a vu longuement à l'écran. On est en cours d'ascension donc pour l'arrivée finale de cette course d'un jour à Valberg. 152 km entre Puget-Théniers et Valberg. Ces décors absolument... magnifique de ce Mercantour verdoyant. Péon s'affiche à l'écran. Et ces coureurs qui reviennent donc vers nous ici à Valberg. Avec ces jeunes, hein, effectivement, on a une question. Alors là, on ne pourra pas y répondre parce qu'il faut prendre la calculette. Mais Alain, qui habite Draguignan, dit quel est l'âge moyen des coureurs par rapport à ceux du Tour de France. C'est des profils totalement différents de coureurs alignés aujourd'hui là. Oui, il y a beaucoup de jeunes coureurs hein, dans les différentes formations. Voilà, quand on regarde l'effectif de la Groupama FDJ, je ne connais pas l'âge moyen, mais ce sont tous des coureurs qui débutent à l'échelon World Tour. C'est la même chose pratiquement, hormis 1 ou 2 coureurs chez Decathlon AG2R. Hein, si on retire Nance Peters qui est là depuis quelques années, ou Pierre Gautra qui est pas si âgé que ça, hein, finalement. Il n'y avait pas longtemps qu'il est là. Donc là aussi c'est une équipe très jeune. Donc dans toutes les formations, en fait, on a mêlé des jeunes. Et l'âge moyen, non, je ne le connais pas. Hein, je ne vais pas inventer un numéro, un chiffre, mais il est forcément très bas. Je pense qu'on, sans problème, à mon avis, on doit être... si on met 25, à mon avis, on est bon et on est peut-être même en dessous. Les coureurs sont rentrés dans Péon. Vous avez vu Christian Rodriguez franchir le panneau du village de on se Péon. Regarde, pardon, hein, on se regarde ici, là. José Félix Garcia là, est en train de... José Félix Parra est en train de demander le relais, mais personne ne bouge. Et derrière, on... c'est Ivan Sosa ici qui est en train d'attaquer le groupe à l'échelon 3. Ivan Sosa qui avait fait une descente plutôt médiocre, qui a été repris donc par ce groupe et qui repart. Maintenant que la pente s'élève à nouveau pour aller chercher une place d'honneur. Peut-être revenir au niveau du groupe auquel il appartenait tout à l'heure. Mais bon, l'écart est important là, il y a plus d'1 minute. 3 minutes d'écart, 2 minutes 55 effectivement. Vous voyez ce scénario qui est donc le suivant à l'écran. 8 km de l'arrivée. Un homme en tête, Christian Rodriguez. 2 hommes derrière à 1 minute 40. On s'entend plus derrière. Parra et Carbona. Entre Carboni et José Félix Parra, on ne s'entend plus. Parra qui demande le relais, Carboni qui ne passe pas. Alors il est peut-être un peu cuit. Giovanni Carboni, ça y est, là il est passé. Je ne crois pas qu'il soit cuit, mais il commence à jouer au malin. Et on est vraiment tourné vers la bagarre qu'on va se livrer maintenant pour aller chercher la 2e place. On a vu les écarts, 1,45, confirmation, on ne reviendra pas, on le sait, on l'a compris. La victoire s'est fichue, du coup on est en train de s'épier, de se jauger pour essayer d'aller chercher la 2e place ici. L'Espagnol Christian Rodriguez qui est en route pour sa 3e victoire
professionnel, vainqueur du Tour du Rwanda en 2021. 2 participations au Tour de France en 2021, il avait fini 46e, 2024 36e, 2 Vuelta, 4 Giro, il avait fini 13e en 2024 du Giro. Et pour le moment, sous nos yeux, à 8 km de l'arrivée, c'est lui pour le moment qui fait course en tête en route pour Valberg pour peut-être remporter cette 5e édition de la Mercantour Classique et qui détrônerait donc Lenny Martinez qui est absent de cette course d'un jour en ce lundi. « 7 km et demi de l'arrivée. On a fait la moitié de l'ascension en route pour Valberg. 14 km et demi pour rejoindre donc la station où nous nous trouvons ici, avec une arrivée dans le sens inverse du premier passage. On aimerait bien être dans sa tête, effectivement. Le QR code s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à venir nous voir et à poser vos questions à Laurent Jalabert. C'est interactif cette course. Vous êtes chez vous, on est ici. Et si Laurent peut répondre à vos questions, ce serait avec plaisir. Il a remis le grand plateau ici, Christian Rodriguez. Il s'arrache vraiment, il finit fort. Voilà, on le disait tout à l'heure, il doit avoir la chair de poule, bien sûr. Il est heureux de pouvoir se diriger vers une victoire. Ce sera la 3e de sa carrière, la 7e cette saison seulement. La 7e, c'est bien pour l'équipe Arkea BNB qui n'a plus gagné depuis le 11 avril. Et la victoire de Kevin Vauquelin sur le Tour de Pays de Loire. On sent qu'il a l'intention de... Oui, effectivement, l'écart s'est creusé. Tout à l'heure, c'était 1 minute 30. On revient à 2 minutes entre Christian Rodriguez et derrière. Il a des frissons et on sent qu'il a encore effectivement beaucoup d'énergie. 35,7 km de moyenne après 4 heures de course. C'est bien, hein, 35 de moyenne avec 4300 mètres de dénivelé. C'est beau. C'est du haut niveau. Il a changé de braquet dans cette montée et on sent qu'il a encore envie de faire le spectacle et de passer peut-être à 2 minutes d'écart entre lui et ses poursuivants. On a vu tout à l'heure de nombreuses images de ces coureurs qui se ravitaillent et Jeff qui est à Nice dit merci aux coureurs, comme on l'a vu sur les images, de respecter justement les déchets avec les emballages de ces gels et qui trouvent que ces images sont belles. Essayons d'écouter ce qui se dit là. J'ai compris, venga, venga. Venga, muy bien. Allez, c'est très bien. Oui, on l'encourage évidemment parce qu'il est en train d'avoir pris le bon rythme là. Il se rapproche légèrement de ce duo-là et peut-être que dans l'équipe Kern-Pharma, on se dit allez, si tu peux rentrer, alors qu'on voit bien qu'à l'avant, on a peut-être donné la consigne à Para de ne plus rouler, hein, le coéquipier d'Ivan Sosa qui est parti donc en chasse. On se dit que peut-être c'est possible d'aller chercher la 2e et la 3e place. Ce sera difficile, hein, mais c'est faisable. Et donc on encourage Ivan Sosa pour qu'il ne faiblisse pas, pour que le doute ne commence pas à l'envahir. Il va bien et donc on a besoin de lui dire qu'il va bien. Voilà, et ça marche hein, sur les coureurs. Hein. Et puis c'est important, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ces points UCI, ils sont importants pour tout le monde, pour toutes les équipes, pour rester à un très haut niveau et avoir accès aux plus belles courses. C'est important pour leurs partenaires. Et du coup, il faut motiver les coureurs pour ne pas qu'ils se désunissent dans le final d'une course. Julien qui habite vers le Petit demande si Laurent, vous avez déjà la montée de Valberg. La réponse est oui, cette nuit en voiture. Voilà. Et je ne suis pas arrivé en avion. Hein. Je suis venu en voiture ici, effectivement. Et non, de nuit, on ne voit pas grand-chose. Là, pour le coup, je la découvre 2 jours. Mais non, j'ai jamais eu l'occasion de monter à vélo ici. C'est une très belle montée. Hein. Très belle montée. Alors Valberg, c'est une très belle station aussi. Enfin, j'aime beaucoup la nature, ces beaux paysages, les grands espaces. C'est vrai quand que on est là, on a tout ça autour. Eh oui, les images sont magnifiques. Nous, le point de vue qu'on a est absolument magnifique. On a une jolie petite piste devant nous. On est vraiment pile devant la
la ligne d'arrivée et on attend avec impatience effectivement Christian Rodriguez ici dans cette ascension de Valberg. Vous voyez 1 minute 48 d'écart, 6 km de l'arrivée et on imagine que l'effort est important. Jackie de Calvisson, combien de kilos peuvent perdre les coureurs dans un tel effort? C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, là on est assis, vous êtes peut-être chez vous tranquillement aussi. On ne se rend pas compte de l'effort qui est déployé là dans cette course qui est l'une des plus dures de France. Alors, quand on fait un effort comme cela, normalement on ne perd pas de poids. Hein. Ce qu'on perd, si on perd du poids, c'est qu'on s'est déshydraté. C'est que du liquide, c'est la transpiration. Et il faut absolument garder cet équilibre. Si on finit une course en pesant 2 kg de moins, c'est qu'on ne s'est pas suffisamment hydraté en course. Hein. Évidemment, il y a une perte hydrique, elle est importante, il faut la compenser. Parce que sinon, il y a une grosse perte de rendement aussi. Donc, mais au fil des jours, voilà, on grille des calories. Et ben, si vous voulez maigrir, c'est pas compliqué. Il faut faire beaucoup de sacrifices sur le plan alimentaire, manger ce qu'il faut et faire des efforts en parallèle. Et pour des coureurs de ce niveau-là qui abordent les compétitions en étant déjà très maigres, avec une masse grasse très faible, ce qu'ils perdent, c'est de l'eau. Et donc, ces paramètres-là, ils les connaissent et ils boivent environ un bidon toutes les 20 minutes en moyenne. Quand on voit l'énergie qui est déployée, regardez sur cette image, à 5 km de l'arrivée, il continue de creuser l'écart, 1 minute 55 avec les poursuivants, il est debout sur ses pédales. C'est vraiment une image très forte et très belle à 5 km de l'arrivée ici à Valberg. Christian Rodriguez en route pour empocher ce titre ici à Valberg et détrôner Lenny Martinez, le Canois. Il ne faiblit pas et puis surtout il est porté par ce résultat qu'il va aller chercher. Il serait à un autre échelon de la course, peut-être qu'il aurait la soquette moins légère. Le coup de pédale serait plus lourd, mais là, quand tu voles vers la victoire, t'hésites pas à mettre un peu plus de braquet, à relancer plus souvent. Tu as une motivation, tu as un petit truc en plus. Voilà, il met beaucoup d'énergie. Effectivement, il commence à faire parler de lui. Les réactions sont nombreuses avec vos questions. Jean qui habite Muret, Christian Rodriguez. Est-il le nouveau Pogacar avec une attaque à 50 km de l'arrivée? Non, mais attaquer de loin, bien souvent, c'est la bonne stratégie. Ça demande un très gros effort, mais quand on sent qu'on est dans une bonne période à ce moment-là et qu'il y a une grosse difficulté qui peut vous permettre de faire le break, il faut y aller. C'est ce qu'il a fait. Après, il faut tenir. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Donc, oui, c'est la méthode Pogacar, mais Pogacar, il n'a rien inventé. Hein. Ça s'est déjà vu par le passé, très souvent même. Il y a juste qu'il y a quelques années de ça, on ne le voyait plus du tout. Les coureurs attendaient vraiment le dernier moment pour en découdre. Bon, on a certains maintenant qui n'hésitent pas à attaquer de loin. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et on a passé les 2 minutes d'écart entre donc Rodriguez, l'Espagnol, et les deux poursuivants. Eric qui habite Vincennes. Laurent, que pensez-vous de l'attitude de ces deux coureurs justement en contre derrière à plus de 2 minutes maintenant? L'attitude est bonne, hein. Ils s'entendaient très bien jusqu'au pied de cette montée. Maintenant, ils se neutralisent un petit peu parce qu'il y a une deuxième place à aller chercher. Et très certainement que le coureur de l'équipe Kern Pharma, José Félix Parra, qui est ici en deuxième position, il fait beaucoup moins d'efforts parce que derrière lui, il y a un coéquipier qui revient, Ivan Sosa. Et pour le coup, ça oblige l'Italien Giovanni Carboni à forcer davantage. Donc l'entente est moins bonne, mais l'attitude, elle est normale. Et le Colombien, chacun défend ses intérêts. Ça roule vite, ça roule fort, André. Il va revenir, hein, à ce rythme-là, il va revenir parce que là, José Félix, Parra, il reste dans la roue de Giovanni Carboni qui hésite à se livrer à fond parce qu'il s'est dit il va me mettre une attaque et je ne pourrai pas le suivre. Mais du coup, comme il ne roule pas à fond, Parra, il revient lui. Que 14 secondes. André qui habite Taverne dans le Var demande quelle moyenne aujourd'hui, 35,7 km/h de moyenne après 4 heures de course avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Je pense qu'une étape comme celle-là, si on la met sur le Tour de France avec les champions du Tour qui sont d'un niveau supérieur, hein, alors qu'on voit le retour de Parra imminent, hein, on peut allègrement imaginer que ça va tourner aux alentours de 38 de moyenne. Je pense que c'est à peu près ce qu'ils ont dû faire l'année passée sur l'étape de la Colmiane, la Couillole, hein, sur le Tour. Allez, on est à 4 km de l'arrivée.
Et le retour imminent bientôt de Para pour la deuxième place. Ils vont être 3. Para, Carboni, Sosa. Voilà le groupe des 3 poursuivants. À 2 minutes 30 maintenant de l'Espagnol Christian Rodriguez que vous voyez à l'écran. Dossard 31. C'était le plus fort aujourd'hui, Rodriguez. Plus fort dans les jambes, mais plus fort dans la tête aussi. Il n'a jamais faibli. Joli travail de l'équipe Arkea aussi, hein, qui a emmené donc effectivement ces 3 hommes tout à l'heure, qui a permis à l'Espagnol de s'échapper. C'est clairement Cédric Cabit-Cherbourg dit est-ce que l'équipe Arkea a durci la course pour que Christian Rodriguez se retrouve seul? Ils ont clairement donné le ton. Hein. Oui, le travail a été fait pour cela, effectivement. Ils ont vraiment durci. Et quand ils ont commencé à ne plus pouvoir maintenir ce rythme très soutenu, ben lui il est passé à l'attaque. Ça y est, il est revenu Sosa. Comment ça va se passer maintenant entre ces 3 hommes? Est-ce qu'il y a une volonté de monter sur la deuxième marche? Est-ce qu'il y a une volonté un peu oubliée de revenir sur l'Espagnol? Alors, on joue quoi là? Là, Giovanni Carboni, le coureur de Unibet, va certainement se dire bon, maintenant que vous êtes revenu, moi je roule plus. Et bien celui qui roulait pas jusque là est passé à l'attaque. Donc voilà, maintenant on va lui donner le compte, hein, à tour de rôle. Donc ça y est, c'est parti. José Félix Para a attaqué et celui qui va plus rouler, eh bien c'est Ivan Sosa qui reste dans la roue. Et quand il sera un petit peu en bout de course, Giovanni Carboni, eh bien probablement qu'Ivan Para va l'attaquer. Ivan Sosa, mince, je me mélange entre les Para et les Sosa. Bon, vous l'avez compris, les 2 coureurs de Kern Pharma en tout cas vont essayer à tour de rôle de mettre en difficulté le garçon d'Unibet, qui se retrouve bien isolé face à ses 2 coéquipiers. Et oui, Para et Sosa d'un côté et Carboni de l'autre. Dans les derniers kilomètres de cette ascension finale ici, donc à Valberg. Ils jouent très bien là, les Kern Pharma. C'est bien, tactiquement c'est bien joué, c'est parfait. 4h15 de course, 3 km à parcourir. C'est l'une des courses les plus difficiles de France. Et le scénario qui est en place déjà depuis de longs kilomètres et de longues minutes sera probablement le même ici à Valberg. 3 km de l'arrivée pile poil. On arrive donc de l'autre côté à Valberg par rapport au premier passage sur la ligne tout à l'heure. Et effectivement ce matin, à Puget-Théniers, il nous annonçait qu'il allait la jouer modeste, qu'il était là pour faire rouler les jambes et montrer un peu le maillot. Mais regardez ce qu'il est en train d'accomplir comme exploit. Plus de 2 minutes d'écart. Il a fait de nombreux kilomètres tout seul. Les nuages sont en train d'arriver ici à Valberg, mais la chaleur est en train de retomber probablement. Pas de pluie annoncée. Et derrière les poursuivants. Avec un nouvel écart qui a donc été creusé par José Félix Para, que vous voyez à l'écran, et Ivan Sosa et Giovanni Carboni juste derrière. Ouais, très bien joué tactiquement, je le disais, hein, de la part de l'équipe Kern Pharma. Alors la victoire c'est trop tard, hein, et puis surtout Christian Rodriguez était au-dessus. Il n'a jamais faibli, mais on a parfaitement manœuvré. D'abord pour permettre le retour de Sosa en ne roulant plus avec le coureur d'Unibet. Ça c'était Para donc qui est resté dans la roue, et une fois que Sosa est revenu, eh bien José Félix Para est passé à l'attaque pour aller chercher la deuxième place et s'assurer de la deuxième place. Et on peut imaginer qu'on va laisser donc Giovanni Carboni, le coureur d'Unibet, s'épuiser, et qu'Ivan Para l'attaquera un peu plus loin pour aller chercher la troisième place, avec un doublé donc sur le podium aux deuxième et troisième place. Voilà, ça c'est l'objectif recherché pour cette équipe Kern Pharma, qui a besoin de marquer des points elle aussi. Beaucoup de concentration dans la tête de Christian Rodriguez, mais évidemment beaucoup de plaisir aussi quand on voit tout le travail qu'il a accompli. On imagine que l'excitation est maximale. Oui, il peut savourer, hein, il peut savourer
ce qu'il a accompli aujourd'hui, ces 2 derniers kilomètres, même si ça reste un effort très soutenu, ça doit lui faire beaucoup de bien, voilà, de se dire ça y est, je la tiens, c'est pour moi. Il n'y a plus de doute, 2 minutes, plus de 2 minutes en 2 km, c'est absolument impossible que ça revienne, même en cas de crevaison, même en cas d'hypoglycémie, ça va au bout. Surtout qu'il est encore en forme, regardez, il se remet sur ses pédales. Il continue d'accélérer. Et toujours sur le grand plateau. Alors bon, bien sûr, c'est pas une pente super exigeante, mais quand même ça grimpe. Hein. Et il se fait mal encore, il se fait mal. Et on remet. Vous êtes nombreux à nous demander pourquoi effectivement il y a si peu de monde sur le bord de la route et pas forcément des grandes têtes d'affiche. Et pourtant, regardez, on a donné l'explication tout à l'heure, il y a effectivement le Giro qui se court maintenant. La date de cette course a dû être avancée pour des raisons de calendrier avec le Forum mondial des océans qui se déroule à Nice. Mais cette course permet ce genre de scénario qu'on est en train de vivre à l'écran avec des têtes que l'on voit justement remporter, déployer un effort important. C'est le cas de Cristian Rodriguez. Alors pourquoi aussi peu de monde au bord des routes? On est lundi, les gens travaillent quand même. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et pour le coup, qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben Carboni s'est fait déposer, ça y est, il s'est fait déposer par Sosa alors que Jesus Serrada est revenu sur Carboni. C'est même pas sûr qu'il aille chercher la 4e place. Ivan Sosa a senti que Jesus Serrada revenait et il est parti, ça y est, il est parti chercher la 3e place. Donc très gros final derrière hein, pour la lutte des places sur le podium. On approche du kilomètre, du dernier kilomètre, la flamme rouge, du dernier kilomètre de l'arrivée. Avec Ivan Sosa qui fait partie de ses poursuivants, qui était tout à l'heure, hein, au tout début, quand on a pris l'antenne sur Internet, il était en tête de course. On pensait larguer. Fabien Madigou a dit attention, méfiez-vous des Colombiens, ils sont capables de revenir. Il a fait partie de ses poursuivants en route pour remonter sur Cristian Rodriguez. 2 minutes 8 d'écart. Il revient avec ces 2 minutes d'écart qu'il avait tout à l'heure lors du premier passage. On est à 1 km de l'arrivée, la flamme rouge que vous voyez au virage tout au fond à droite. Et ça va lui faire du bien à Cristian Rodriguez, cette victoire. Parce on le disait depuis tout à l'heure, hein, il ne gagne pas souvent. Il n'a gagné qu'une étape hein, sur le Tour du Rwanda et le classement général. Hein, donc c'est pas le classement général, c'est super, mais c'est pas une épreuve où tu domines tes adversaires, où tu lèves les bras sur la ligne pour célébrer ta victoire. Et aujourd'hui, c'est sa 3e victoire de sa carrière. Et bon, bien que le peloton soit un peu plus maigrichon qu'en d'autres circonstances, quand tu gagnes, ça met en confiance. Et je pense qu'à l'amorce d'une période aussi importante, avec les objectifs qui arrivent pour son équipe, ça va lui faire beaucoup de bien. On est en direct sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, 800 mètres de l'arrivée. Cet homme que vous voyez en tête en rouge à l'écran a fait le spectacle aujourd'hui, le vrai spectacle. Il a fait course en tête longtemps, pendant de nombreux kilomètres. Il est parti à la sortie d'un virage. Tout le monde a dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? On s'est demandé si cette échappée allait tenir. La réponse est oui, on est à 700 mètres de l'arrivée. Les poursuivants derrière sont à 2 minutes de lui. Il n'a jamais baissé les bras, il n'a jamais relâché son effort. Il était encore debout sur ses pédales il y a quelques kilomètres, quelques mètres. Et là, Cristian Rodriguez, vainqueur d'étape et vainqueur du général au Tour du Rwanda, est en route pour sa 3e victoire professionnelle. Là, il remporte. On rentre dans le Valberg, vous le voyez, on rentre dans les derniers hectomètres de cette course. 5e édition, elle a le mérite d'exister cette course. Elle a eu lieu alors qu'il a eu toutes les difficultés, Christophe Meney, de l'organiser. Elle a eu lieu et le spectacle est au rendez-vous. Un Espagnol va s'imposer ici à Valberg en sens inverse de leur premier passage pour la 13e manche de cette Coupe de France. Ils étaient 71 ce matin. Le voici en train d'arriver à Valberg en vainqueur après 4h20 de course et plus de 36 km/h de moyenne. 200 mètres de l'arrivée. Et il est en avance sur l'horaire, hein, 5 minutes d'avance. L'arrivée était prévue pour 16h, il est 15h55. Joli travail de son équipe. Le dernier virage.
La ligne d'arrivée est au bout de ce virage sur la gauche. On va revenir sur les pavés dont on parlait tout à l'heure, les mini pavés en forme de dalle. Ouais, il se retourne, voilà, c'est un réflexe. Hein. Pour la beauté du geste. Mais bon, 2 minutes, il faut qu'il s'arrête si vous voulez voir arriver. Le sourire sur les lèvres de Cristian Rodriguez, effectivement ici à Valberg, 4h21. Il franchit la ligne d'arrivée en tête. Et enfin, il peut savourer Bravo. cette belle victoire. Bravo champion. Bravo champion. Ah ouais, ça fait du bien à tout le monde, bien sûr. Les assistants sont ravis, vivent les émotions, on le voit. Hein, c'est beaucoup de travail pour tout le monde dans une équipe. Hein, et c'est pas seulement la victoire du coureur, de celui qui lève les bras sur la ligne, c'est tout un collectif. Ouais, ça prend. Ok. Et derrière, ça poursuit. Et derrière, c'est pas fini. On est au courant que l'Espagnol a passé la ligne d'arrivée. Ouais, il le sait, lui, qui va aller chercher la deuxième place. Hein. Il lui reste 1 minute 30 à peu près pour en terminer. Ivan Sosa est juste derrière. Ils vont faire 2 et 3. Et les coureurs de Can Pharma dans cet ordre. Hein. D'abord, José Félix Paracuerda. Le voici. Et juste derrière lui, Ivan Sosa Ramiro, pardon. Pas Ramirez. Ramiro. Ivan Sosa Ramiro. Effectivement, hein, vous avez vu tout à l'heure, il y avait plus de 2 minutes d'écart entre Rodriguez qui vient de s'imposer ici, donc à Valberg, et ses 2-3 poursuivants derrière. Une très belle course de cette équipe Kern Pharma derrière le numéro qu'a réalisé Cristian Rodriguez. Il n'y avait pas beaucoup mieux à faire. Ils sont allés chercher la 2e et 3e place avec un bel effort collectif. Une belle stratégie de course aussi. Et voilà. Ivan Sosa, un habitué, il était 4e l'an dernier, 3e cette année. 2 Espagnols, le doublé espagnol donc ici à Valberg pour cette Mercantour classique. Et le Colombien qui prend la 3e place, Ivan Sosa, alors qu'il était bon dernier tout à l'heure. À plus d'1 heure maintenant, on le pensait largué. Fabien Madigou avait raison de dire il va rien lâcher le Colombien, vous allez voir. Et ben voilà, 3e marche du podium. Une course remportée par l'Espagnol Rodriguez. À Valberg, avec, vous le voyez, je vous le disais, hein, les nuages qui sont arrivés, il faisait un grand, beau et franc soleil tout à l'heure. On a beau être sur la côte d'Azur, mais il y a quand même des nuages. Et la 4e place pour Jesus Serrada, qui s'est débarrassé lui aussi de Giovanni Carboni, qui prendra la 5e place. Le voici, Carboni, un peu dégoûté, hein, parce qu'il a fait la course devant. Et au final, il s'est fait déposer par tous ses collègues. « 4h20 de course, 2 minutes 48 que l'Espagnol Rodriguez a passé la ligne d'arrivée. » Victor Garnalec. 5e. Non, 6e, pardon. Elle a fait du dégât. On voit que les organismes et les grimaces sont bien présentes sur les visages. Et cette petite piste de front de neige à Valberg, la ligne d'arrivée en bas à droite. Avec la belle petite luge d'été à faire. Ça va vite hein, dans les virages. Valberg qui accueille donc pour la 5e fois cette arrivée de la Mercantour classique en ce lundi. Et du beau spectacle imposé par cet Espagnol Rodriguez, doublé espagnol donc avec Cristian Rodriguez que vous voyez à l'écran.
Et là, chez Nakamoto, et là, il termine à la 5e place. Et quelle belle image à l'instant, donc là, victoire de le soulagement, on imagine évidemment avec tout le travail qu'il a fourni avec son équipe. Ça doit être fort ce qu'il vit. Et derrière Jesus Herrada, donc sur la deuxième marche du podium, et Ivan Sosa, le Colombien qui ferme donc ce podium. Eh bien, c'était eux, les coureurs espagnols. On va essayer d'avoir une réaction de Cristian Rodriguez. Le coureur de la Cordillère des Andes, le coureur des hauts plateaux, Ivan Sosa. Allez, mesdames et messieurs. Le Mercantour qui a donc accueilli cette belle épreuve, cette 13e manche de la Coupe de France. On imagine que ça met de la motivation, hein, Laurent, pour les grandes courses à venir. Oui, on parle bien derrière du Critérium du Dauphiné qui va se dérouler le 8 juin prochain. C'est dans 13 jours maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr. Je le disais, la confiance est très importante pour un coureur cycliste. Et quand tu ne fais pas de résultats, tu es dans le doute. Et même les champions, parfois, sont dans le doute. Il ne faut pas croire qu'ils sont sur d'eux à chaque fois. Du coup, quand on gagne une belle, ça donne une assurance, ça donne envie aussi d'aller chercher d'autres bons résultats. Et donc on est plutôt dans une bonne spirale pour lui et pour son équipe, hein, qui n'avait pas gagné depuis le 11 avril, le Tour des Pays de Loire avec Kevin Vauquelin. Et cette équipe Arkea BNB donc, qui est à la recherche de partenaires donc, pour continuer son aventure. Et pour le coup, cette victoire est vraiment bienvenue. Voilà. Mais justement, comment on sort grandi de ce genre d'épreuve? C'est toujours un peu réducteur de dire c'est une épreuve qui sert un peu d'entraînement. Pourtant, on sort grandi de ce genre de course d'un jour. Oui, pour certains coureurs, c'est une épreuve de préparation. Il y a des épreuves de préparation, mais aujourd'hui, on ne vient plus tellement sur les courses pour se préparer. On vient pour faire chercher le résultat. Ce qu'il a fait, Cristian Rodriguez au micro de Fabien Madigou. Bravo, Cristian Rodriguez, pour cette épreuve, pour cette victoire. Ouais, Cristian, on a envie de vous dire bravo. Seulement la 3e victoire professionnelle pour vous, c'est assez dingue quand on voit votre pédigré et vous n'avez pas hésité à attaquer de très très loin pour aller la chercher. Oui, c'est ma 3e victoire professionnelle, comme tu viens de dire. Je suis déjà vieille, non? Et c'est un peu compliqué de gagner pour moi. Et des fois, je suis juste à côté de la victoire et pas arrivé. Et 4 années après, c'est la victoire arrivée. Comment tu l'expliques un petit peu? Il y avait une stratégie de course par Maxime Bouet. Il fallait assommer la course dès le début, mener un train d'enfer. Oui, la stratégie, c'est de faire une course très très dure pour moi. Et après, c'est d'attaquer, si les jambes sont beaux, c'est d'attaquer dans les deuxièmes cols et jusqu'à l'arrivée. Tu n'as pas eu trop peur comme ça d'attaquer aussi loin de l'arrivée, même si on sait que c'était le col le plus dur, donc qui correspondait le mieux à tes qualités? Bon, oui, un peu. Le problème, c'est que j'ai perdu beaucoup de courses. Hein. Tous les jours, j'ai perdu. Et pour perdre un jour plus, ce n'est pas un problème pour moi. J'ai essayé de faire une belle course et c'est arrivé la victoire. À laquelle saveur cette victoire, justement, pour toi? C'est la récompense, non, de tout le travail que moi je fais et c'est très compliqué. Merci beaucoup, Cristian. Encore bravo. Oui, comme il l'indique très bien, il ne prenait pas grand risque à attaquer de loin. Hein. Il ne gagne pas souvent, donc s'il n'avait pas gagné aujourd'hui, finalement, c'était passé à côté de la victoire une fois de plus, mais ce risque-là était payant finalement. Et il a eu bien raison de prendre le risque de partir de loin. Le classement de cette épreuve, Cristian Rodriguez, donc loin devant, 1 minute 42 devant un autre Espagnol. José Félix Parra, Ivan Sosa, son coéquipier colombien en 3e position. Notre espagnol Jesus Herrada de la Cofidis en 4e position. Giovanni Carboni, 5e. Un Français, le premier, Victor Guernalec à la 6e place. Il fait une belle opération pour la Coupe de France. Lui, il avait déjà gagné une épreuve. Tercero en 7e position. Le jeune Français Clément Bras à la 8e place. Alain Joussom, lui aussi très jeune pour Total Energy, 9e. Et Gomez en 10e position. Voilà le top 10 de cette Mercantour Classique 2025. Très belle épreuve. Et il y en a encore qui se courent après dans la montée. Ici avec ces chamois.
On est en place sur la ligne d'arrivée, on est parti en courant pour commenter effectivement cette fin de course sur la ligne d'arrivée. Regardez qui j'ai attrapé. Ah bah, j'en ai deux, les deux hommes deux pour le prix d'un. Charles Anginesi, le président du département des Alpes-Maritimes, et Stéphane Roche. Pardon président, mais je fais parler d'abord le grand sportif. Stéphane Roche, comment on a vécu une course comme celle-ci avec un Espagnol, un doublé espagnol jusqu'ici qui a donc détrôné le Canois, Lenny Martinez? C'est vrai, il y a un très très beau spectacle. Je crois que parfois on débrouille, mais il n'y a pas eu des grosses équipes, il n'y a pas eu des grosses noms. Mais aujourd'hui, on a eu un super spectacle. Le coureur qui est parti à 50 km de l'arrivée, à la Pogacar, à Van der Poel, comme on veut. Mais néanmoins, il a fait une très belle montée ici à Valberg. Et puis un très beau spectacle derrière. Ils n'ont pas lâché un moment. Tout le monde a roulé derrière pour tenter de revenir devant. Donc c'était une très belle course. Vous, dont le palmarès n'est plus à présenter, on imagine que quand on voit les efforts qui sont déployés sur ce genre de course, on se dit que ce genre de courses peuvent permettre de mettre justement un peu à l'honneur des coureurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est le cas de Rodriguez, il remporte sa 3e victoire professionnelle ici et il nous a montré devant nos caméras de quoi il était capable. Je suis entièrement d'accord, parce que parfois c'est vrai que ces coureurs-là, ils vont être équipiers dans une épreuve plus grande peut-être, mais ils ne verront jamais la lumière parce qu'ils sont toujours contraints à rouler pour un tel, faire l'équipier. Là maintenant, un parcours comme celle-ci, sans avoir des grosses vedettes, ils ont le feu vert de faire vraiment leur course. On dit oui, tu m'as dit que tu es bon, tu étais mon grand-père. Maintenant, montre-nous ce que tu sais faire. Et ça peut ouvrir les portes pour aller plus tard et les encourager et les inciter à voir plus haut peut-être. Même Laurent Jalabert, qui était donc au commentaire avec moi tout à l'heure, disait quand on a vu cet Espagnol partir, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous l'avez vu, Charles Anginesi, partir cet Espagnol. Ce sont les terres des Alpes-Maritimes et du Mercantour qui ont permis de réaliser cet exploit dans un écrin, dans une vraie carte postale. Je l'ai vu partir et beaucoup de ceux qui étaient autour de moi disaient il ne va pas tenir, il va être rattrapé. Certains imaginaient d'ailleurs qu'il puisse être rattrapé dans la descente. Et c'est vrai que ces terres qui sont des terres de vélo, on a le Tour de France, on a le Paris-Nice, on a le Tour des Alpes-Maritimes, la Mercantour classique qui s'installe comme une grande classique aujourd'hui avec de grands vainqueurs. Je pense à Martin qui a gagné, à Carapaz, champion du monde, comme toi mon cher Stéphane. Et aujourd'hui, on a un Espagnol qui vient gagner avec beaucoup de détermination, beaucoup de hargne et qui fait une très belle course qui a été très animée. La montée, d'ailleurs la boucle qui a été imaginée par les organisateurs. Autour de Valberg. Autour de Valberg, descente sur Guillaume, remontée par Péonne qui est un superbe village, magnifique village avec les aiguilles de Vintige. Ça a donné lieu aussi à une très belle bagarre. Plutôt que de finir à la sortie du col de la Couillole, il y avait une deuxième bagarre qui était tout aussi dure que le col de la Couillole. Donc vraiment, ils n'ont pas démérité. Et il y avait des images qui ont fait rêver. Les images que vous avez projetées vues d'hélicoptère, ça prouve que le département des Alpes-Maritimes qui s'engage derrière tous ces coureurs, qui s'engagent derrière toutes ces équipes, est aujourd'hui récompensé parce que nous sommes une terre de vélo. Et ça va amener les Maralpins d'ailleurs, dans le cadre de la mobilité douce, probablement à monter sur la petite reine. Elle n'est pas douce cette montée parce qu'ils se sont défoncés quand même. J'ai pas dit que la montée était douce, j'ai dit la mobilité douce. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que l'exemple de nos grands champions donne l'appétence pour toutes celles et ceux qui ont envie de faire du vélo. Ça donne envie de les voir faire. Le 14 juin, lors des cols connectés, on va le monter avec Challenge, le col de Valberg. Stéphane est un homme qui milite pour les cols connectés et je veux l'en remercier. Maxime Gouet, le directeur sportif d'Arkea, nous a rejoint sur cette ligne, sur ce plateau qui s'est improvisé, donc cette ligne d'arrivée qui s'est improvisée plateau de fin. Quel travail! Laurent il a laissé tomber le blouson de moniteur de ski pour remettre le blouson France Télé. Bonjour, et on a un plateau franchement d'enfer, on est en direct sur France 3 Provençal-Côte d'Azur. Quel travail de l'équipe Arkea et quelle victoire de l'Espagnol Rodriguez. Oui, une belle victoire. Ce matin, on avait de l'ambition. On voulait dynamiter la course très loin de l'arrivée. On savait que le col de la Couillole, c'était le plus difficile aujourd'hui. Et Christian Rodriguez, on savait que c'était sûrement le meilleur grimpeur ici. On avait peur de la dernière montée avec plutôt du vent de face. Et c'est pour ça qu'on a voulu durcir dans la Couillole. On a même accéléré un petit peu dans la montée de la Colmiane sur la fin pour vraiment faire de la fatigue, faire la descente. Et la relance en bas avant dans le dos, ça a créé des cassures. Il y a eu des coureurs piégés comme Errada. Et
Le vainqueur a raison, donc Arkea BNB Hotel a raison aujourd'hui, on a bien couru. On se demandait tous les trois avec Laurent et Fabien qui a quitté la moto-son. Merci Fabien, c'était une magnifique course, bravo. On se demandait ce que vous lui disiez dans l'oreille dans les derniers kilomètres parce qu'on sentait qu'il y avait de l'effort maintenu, mais en même temps une énorme joie. Bah bien sûr, une énorme joie. Après, moi c'est ma première victoire en tant que directeur sportif aujourd'hui. Donc j'étais jusqu'à 100 mètres de l'arrivée, j'étais pas encore sûr. Mais non, il fallait lui donner les bonnes directives, de s'alimenter, les courbes, les descentes, tout en espagnol pour lui faciliter aussi la tâche. Et non, c'était vraiment un beau moment. Il a fait un sacré numéro. Il a eu le courage de partir loin de l'arrivée. Nous, on a pris cette course au sérieux, avec respect, et ça a marché. On est mis à 7 coureurs. Et voilà. Laurent Jalabert, tout à l'heure, quand on l'a vu partir, hein, on se disait, mais c'est sérieux ce qu'il fait? Il va y aller jusqu'au bout ou pas? Non, mais on sait que ça peut marcher, partir de loin. Et c'était bien vu d'ailleurs, puisque c'est la bonne tactique, c'est celle qui gagne. Hein. Bravo. Mais il a eu quand même, on a eu son interview du départ et il n'était pas serein quand même. Hein. Il n'était pas sûr de lui au départ. Donc il a eu un peu la pression aujourd'hui, non? Bah, il n'est pas serein parce que c'est un coureur qui a rarement gagné. Il n'a qu'une victoire au Tour du Rwanda. C'est sa première victoire en Europe. C'est ce que je lui disais beaucoup à la radio aujourd'hui dans le dernier col pour lui faire passer le temps. Mais oui, ce matin, il y avait quand même des bons outsiders, des bons favoris. Il fallait qu'on court juste. Et comme tu l'as dit, je pense c'est le vainqueur qui a toujours raison. Donc, et on a eu raison. Fabien, comment on a vécu une telle course de l'intérieur avec la moto? Ça a été vite, ça a été fort. Il y a eu du spectacle. Hein. Oui, comme quoi, effectivement, il n'y a pas besoin non plus d'avoir tous les coureurs. On a vu le plateau était un petit peu moindre cette année. Et c'est les coureurs qui font la course. Et Arkea avait décidé de mettre un gros tempo, de venir en nombre. Et derrière, on a été hyper surpris de voir des bons grimpeurs être très vite lâchés. Et ça a marché. Preuve en est, il est parti très loin. Et c'était vraiment, sous ce beau soleil, c'était incroyable. Eh ben, merci à tous les 5 d'être arrivés en courant ici sur la ligne d'arrivée à Valberg. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça a été un grand moment de bonheur. Merci aux équipes du car de la Fabrique. Merci à Vincent Capu dans l'oreillette, Nathalie Tomasini. Effectivement, pour toute cette production, on se retrouve dans le journal ce soir. Merci d'avoir été avec nous et ça continue sur le numérique, paca.france3.fr. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci. Tu vas bien? Ouais, ça fait plaisir.